Depuis des dizaines de millénaires, une île perdue dans le golfe du Bengale abrite une population qui a systématiquement refusé tout contact avec le monde extérieur. L'île du Nord Sentinelle, rattachée administrativement à l'archipel des Andaman, mesure environ 60 km². Elle est habitée par un peuple que les chercheurs désignent sous le nom de Sentinelais. Chaque tentative d'approche, qu'elle soit menée par des explorateurs coloniaux, des anthropologues, des missionnaires ou des journalistes, s'est soldée par une réponse identique, des flèches, des lances et une hostilité absolue. Ce comportement est généralement présenté comme un réflexe de survie isolationniste. Mais cette explication, aussi logique qu'elle paraisse, ne répond pas à plusieurs questions fondamentales. Pourquoi cette hostilité a-t-elle perduré sans aucune exception pendant 60 000 ans? Pourquoi aucune tentative de communication n'a jamais produit le moindre résultat? Et surtout, que protègent réellement les Sentinelles? Dans le golfe du Bengale, à environ 50 km à l'ouest des côtes de l'île d'Andaman du Sud, se trouve une masse terrestre entourée d'une barrière de corail dense et de hauts fonds imprévisibles. Cette île, désignée officiellement sous le nom d'île du Nord Sentinelle, n'apparaît dans aucun guide touristique, n'est accessible par aucune ligne maritime régulière et ne figure dans aucune carte détaillée accessible au public. Ce n'est pas un accident administratif, c'est une décision politique construite autour d'un fait simple. Quiconque tente de s'en approcher risque sa vie. Le gouvernement indien a établi un périmètre d'exclusion de 3000 nautiques autour de l'île. Cette zone tampon n'est pas symbolique. Elle est maintenue par des patrouilles côtières régulières et renforcée par une législation spécifique, notamment la loi sur la protection des tribus d'Andaman. S'approcher de l'île sans autorisation constitue une infraction pénale. Mais cette réglementation ne répond pas à une menace abstraite. Elle a été construite en réponse directe à une réalité documentée. Les habitants de cette île attaquent systématiquement tout intrus, sans exception, sans négociation, sans signal préalable d'avertissement. Les Sentinelais, nom donné par les chercheurs à cette population, sont aujourd'hui estimés entre 50 et 400 individus. Cette fourchette extrêmement large illustre à elle seule l'étendue de ce que l'on ignore. Aucun recensement n'a jamais été effectué. Aucune observation prolongée n'a jamais été possible. Les estimations reposent sur des survols aériens à distance et des observations rapides depuis des embarcations, réalisées avant que les flèches ne commencent à pleuvoir. Cette incapacité à obtenir une donnée aussi fondamentale que le nombre d'habitants d'un territoire connu et cartographié est en elle-même un fait extraordinaire. L'île couvre approximativement 72 km² selon les relevés satellitaires les plus récents. Sa végétation est dense, dominée par une forêt tropicale primaire qui rend toute observation intérieure impossible depuis les airs. Le littoral est constitué de plages de sable blanc entourées de récifs coralliens peu profonds, ce qui complique considérablement toute tentative d'accostage. Ces caractéristiques géographiques ne sont pas anodines. Elles constituent une défense naturelle qui renforce l'isolement de la population et complique toute approche non désirée. Mais la géographie seule n'explique pas l'hostilité. D'autres îles isolées dans le monde ont été intégrées progressivement dans des réseaux de contact. L'île du Nord Sentinelle, elle, ne l'a jamais été. Ce qui distingue les Sentinelais de toutes les autres populations dites non contactées dans le monde, c'est la durée et la constance de leur refus. Il ne s'agit pas d'une population récemment isolée suite à un conflit ou à un déplacement forcé. Les données archéologiques et génétiques disponibles suggèrent que leurs ancêtres ont peuplé cette île il y a environ 60 000 ans lors des premières vagues migratoires hors d'Afrique. Cette continuité de peuplement, si elle s'est confirmée, ferait des Sentinelais l'une des populations humaines les plus anciennement établies sur un même territoire dans l'histoire de l'espèce. Et pendant toute cette période, le schéma de comportement face à l'extérieur est resté identique. Les archives coloniales britanniques contiennent les premiers témoignages écrits systématiques sur les Sentinelais. Dès le XIXe siècle, les explorateurs qui s'approchaient de l'île faisaient en état d'une hostilité immédiate. Maurice Vidal-Portman, administrateur colonial chargé des Andaman à la fin du XIXe siècle, tenta plusieurs expéditions et ramena de force plusieurs Sentinelais à Port-Blair. Ces individus tombèrent rapidement malades. Les adultes moururent en peu de temps. Portman, reconnaissant l'échec de l'opération, renvoya les enfants survivants sur l'île avec des cadeaux. Les archives ne précisent pas ce qui se passa ensuite, mais les tentatives de contact ultérieures se heurtèrent à la même hostilité qu'avant, voire à une résistance accrue. L'épisode Portman est significatif pour plusieurs raisons.
Il démontre que le contact forcé a eu lieu, que ses conséquences furent désastreuses pour les sentinellés et que malgré cela, aucun apprentissage progressif d'interaction avec l'extérieur ne s'est développé. La réponse collective resta le rejet total. Il serait inexact de présenter les sentinellés comme des êtres figés dans une hostilité irrationnelle. Quelques observations réalisées lors d'expéditions menées entre les années 1960 et 1990 par le département des affaires tribales de l'Inde ont documenté des comportements plus nuancés. À certaines occasions, des individus ont accepté des noix de coco déposées sur la plage avant de disparaître dans la forêt. À d'autres moments, ils ont observé les embarcations sans attaquer immédiatement, avant de reprendre une posture défensive. Ces variations comportementales indiquent une capacité d'évaluation situationnelle et non une réaction purement instinctive. Elles indiquent aussi que la décision de rejeter le contact est, dans une certaine mesure, délibérée. Ce que les chercheurs ne parviennent pas à déterminer, c'est le mécanisme par lequel cette décision collective se transmet et se maintient sur des générations. Il n'existe aucune hypothèse vérifiable sur la structure sociale interne des sentinellés, sur leur système de prise de décision collective, ou sur la manière dont leur rapport à l'extérieur est codifié culturellement. Ce vide analytique est total, et c'est précisément ce vide qui rend cette population aussi énigmatique pour les sciences humaines que pour l'opinion publique mondiale. L'une des affirmations les plus fréquemment avancées à propos des sentinellés est celle de leur ancienneté. Il est régulièrement affirmé que leur présence sur l'île remonte à 60 000 ans. Cette date n'est pas arbitraire. Elle est issue de modèles génétiques appliqués aux populations des îles Andaman dans leur ensemble, et plus particulièrement aux Jarawars et aux Onges, deux autres tribus andamanaises dont des échantillons ADN ont pu être analysés. Les sentinellais, eux-mêmes, n'ont jamais fourni d'échantillons biologiques dans un cadre scientifique contrôlé. Il est donc important de préciser que leur ancienneté estimée est une extrapolation fondée sur des populations voisines génétiquement apparentées et non une mesure directe. Les travaux de génétique des populations conduits au cours des 2 dernières décennies ont considérablement enrichi la compréhension des migrations humaines préhistoriques. Les études publiées notamment par l'équipe du généticien britannique S.K. Willerslev, ainsi que les recherches coordonnées par le National Institute of Biomedical Genomics en Inde, indiquent que les populations andamanaises descendent d'un groupe humain qui a quitté l'Afrique lors d'une vague migratoire estimée à environ 60 000 à 65 000 ans avant le présent. Ce groupe aurait suivi ce que les paléoanthropologues appellent la route côtière du Sud, longeant les rivages de l'océan Indien jusqu'à atteindre le sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est. Ce qui rend cette migration particulièrement significative d'un point de vue scientifique, c'est qu'elle précède de plusieurs dizaines de millénaires la colonisation de l'Europe et de l'Asie centrale par d'autres groupes humains. Les Andamanais représentent donc, selon ces modèles, l'une des lignées humaines les plus anciennes hors du continent africain. Leur profil génétique se distingue nettement de celui des populations voisines d'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien, ce qui confirme un isolement prolongé et l'absence de métissage significatif avec d'autres groupes humains au cours des derniers millénaires. Cette absence de flux génétique externe est en elle-même un élément analytique important. Dans la quasi-totalité des régions du monde, les populations humaines ont connu des périodes de migration, de conquête, de commerce et de métissage, qui ont progressivement modifié leur composition génétique. Les Andamanais, et tout particulièrement les sentinellés, si l'extrapolation génétique est exacte, représentent une exception remarquable à ce schéma universel. Leur isolement n'est pas seulement culturel ou comportemental, il est inscrit dans leur biologie. Cependant, cette continuité génétique pose une question que la génétique seule ne peut pas résoudre. L'isolement observé aujourd'hui est-il le prolongement d'un isolement originel ininterrompu ? Ou résulte-t-il d'une rupture historique à un moment donné, suivie d'une reconstitution délibérée de cet isolement ? Les données génétiques indiquent l'absence de métissage récent, mais elles ne permettent pas de distinguer entre un isolement passif, une population simplement coupée du monde par la géographie, et un isolement actif maintenu par une volonté collective de refuser le contact. La distinction est fondamentale car elle change radicalement l'interprétation du comportement sentinellé contemporain. Un autre élément génétique mérite attention.
Les études sur les populations andamanaises ont révélé des niveaux de diversité génétique interne relativement faibles, ce qui est cohérent avec une population ayant traversé des goulots d'étranglement démographique, des épisodes de réduction drastique du nombre d'individus. Ces épisodes peuvent résulter de catastrophes naturelles, d'épidémies ou de conflits. Plusieurs chercheurs ont suggéré que la population sentinelaise actuelle pourrait être le résidu d'une population autrefois plus importante, réduite à plusieurs reprises par des facteurs environnementaux ou historiques non documentés. Si cette hypothèse est correcte, elle implique que les sentinelés ont survécu à des crises répétées et que leur comportement actuel pourrait porter la trace mémorielle de ces événements traumatiques. La question de la consanguinité est également soulevée par certains démographes. Une population comprise entre 50 et 400 individus vivant en isolement strict depuis des générations devrait théoriquement présenter des problèmes liés à la reproduction en circuit fermé. Or, les observations disponibles ne signalent aucun signe visible de dégénérescence physique dans les individus aperçus lors des expéditions. Cela suggère soit que la population est plus nombreuse qu'estimée, soit qu'elle dispose de mécanismes internes de gestion de la reproduction qui lui permettent de maintenir une diversité génétique suffisante malgré l'isolement. Ces mécanismes, s'ils existent, sont totalement inconnus des chercheurs. Il faut également considérer ce que l'analyse génétique révèle sur le plan de la résistance immunitaire. Les populations longtemps isolées développent des profils immunitaires adaptés à leur environnement local, mais présentent une vulnérabilité extrême aux agents pathogènes extérieurs contre lesquels elles n'ont développé aucune défense. Ce phénomène, bien documenté dans l'histoire de la colonisation des Amériques et de l'Océanie, constitue l'une des principales justifications scientifiques à la politique de non-contact maintenue par le gouvernement indien. Un simple rhume introduit par un visiteur extérieur pourrait décimer la totalité de la population sentinelaise en quelques semaines. Cette vulnérabilité biologique ajoute une dimension supplémentaire à l'analyse de leur isolement. Leur survie physique dépend, au sens littéral, du maintien de cette séparation. Ce que la génétique ne peut pas encore offrir, c'est une fenêtre sur la conscience que les sentinelés ont de leur propre histoire. Ils ne disposent d'aucun système d'écriture connu. Leurs récits, leurs mythes, leurs explications de leur propre origine et de leur rapport au monde extérieur sont totalement inaccessibles. Il existe donc un gouffre irréductible entre ce que la science peut déduire de leur biologie et ce qu'eux-mêmes savent ou croient de leur passé. Ce gouffre est peut-être l'un des aspects les plus troublants de leur situation. Une population dont l'histoire est partiellement lisible dans son ADN, mais dont la mémoire culturelle reste entièrement hors de portée. L'histoire des contacts entre le monde extérieur et les sentinelés ne commence pas avec les anthropologues du XXe siècle. Elle commence avec l'Empire britannique qui qui étendit son contrôle sur l'archipel des Andaman à partir de 1858, date à laquelle Port Blair fut établi comme colonie pénitentiaire. Les Britanniques avaient besoin de cartographier l'archipel, d'en évaluer les ressources et d'inventorier ses populations. L'île du Nord Sentinelle figurait sur leur carte, et les administrateurs coloniaux décidèrent, conformément à la logique impériale de l'époque, qu'il convenait d'entrer en contact avec ses habitants. Les premières expéditions britanniques vers l'île eurent lieu dans les années 1880. Les rapports rédigés par les officiers chargés de ces missions décrivent systématiquement la même séquence d'événements. Approche de l'île en embarcation, apparition d'hommes armés sur le rivage, lancement de projectiles en direction des bateaux, retraite précipitée des explorateurs. Ces rapports sont remarquablement cohérents sur plusieurs décennies. Quelle que soit la composition de l'équipe, quelle que soit la nature des cadeaux offerts depuis les embarcations, la réponse sentinelaise ne varie pas. Cette constance comportementale sur une période aussi longue est l'un des éléments les plus analytiquement significatifs de tout le dossier. Maurice Vidal Portman est la figure centrale de cette période coloniale. Administrateur des îles Andaman de 1879 à 1900, il consacra une partie de sa carrière à l'étude des populations tribales de l'archipel et publia en 1899 un ouvrage de référence intitulé « A History of Our Relations with the Andamanese ». Portman n'était pas un militaire cherchant à soumettre les populations locales. Il se présentait comme un ethnographe, animé par ce qu'il décrivait comme une curiosité scientifique. Mais ses méthodes reflétaient largement les présupposés coloniaux de son époque et son intervention la plus documentée avec les sentinelés illustre de manière particulièrement claire les conséquences de ces présupposés.
En 1880, Portman organisa une expédition sur l'île du Nord Sentinelle avec pour objectif d'établir un contact direct. Son équipe pénétra dans la forêt et découvrit plusieurs habitations abandonnées, ce qui suggère que les habitants avaient fui à l'intérieur des terres à leur approche. Après plusieurs jours de progression, l'équipe parvint à capturer 6 individus, un homme âgé, une femme âgée et 4 enfants. Ces individus furent transportés à Port-Blair. Les adultes tombèrent malades très rapidement après leur arrivée et moururent dans les semaines qui suivirent. Les 4 enfants survécurent suffisamment longtemps pour être renvoyés sur l'île avec des cadeaux. Portman nota dans ses rapports que cette opération avait probablement été une erreur, sans toutefois en analyser les conséquences à long terme pour la population sentinelaise. Ces conséquences méritent pourtant un examen attentif. La mort des adultes capturés représente un événement traumatique dont il est raisonnable de supposer qu'il a laissé une trace dans la mémoire collective sentinelaise, quelle que soit la forme que prend cette mémoire. Le retour des enfants, accompagné d'objets étrangers, a nécessairement produit un récit au sein de la communauté. Ce récit a-t-il été interprété comme une preuve de la dangerosité du monde extérieur ? A-t-il renforcé une méfiance préexistante ? Ces questions ne peuvent pas être répondues en plus par les sources disponibles, mais elles orientent la réflexion vers une hypothèse importante. L'hostilité sentinelaise contemporaine n'est peut-être pas seulement une disposition culturelle ancienne. Elle pourrait aussi incorporer des événements historiques spécifiques dont la trace s'est perpétuée. Les décennies suivantes virent plusieurs autres tentatives d'approche par des navires de passage ou des équipes coloniales. Les archives britanniques conservent des rapports décrivant des attaques à la flèche survenues lors d'approches non planifiées, notamment par des navires marchands qui s'étaient approchés trop près de l'île par mauvais temps ou suite à des erreurs de navigation. Dans certains cas, des marins furent blessés. Dans d'autres, les flèches atteignirent les coques ou les voiles sans faire de victimes. Ces incidents alimentèrent, dans la littérature coloniale, une représentation des sentinelés comme une population particulièrement agressive et primitive. Cette représentation influença durablement la manière dont les administrations successives envisagèrent la question du contact. Ce biais de perception a des conséquences analytiques importantes. En qualifiant systématiquement les sentinelés d'agressifs, les observateurs coloniaux inversèrent la relation de cause à effet. Les sentinelés ne déclenchaient point pas les hostilités. Ils répondaient à des intrusions non désirées sur leur territoire. La distinction était fondamentale. Une population qui attaque sans provocation présente un profil comportemental radicalement différent d'une population qui défend ses frontières contre des intrus. Les archives coloniales, relues avec les outils analytiques contemporains, décrivent de manière cohérente la seconde situation, pas la première. Aucun rapport ne documente une attaque sentinelaise contre un navire qui n'avait pas tenté de s'approcher de l'île. La période coloniale se termina officiellement en 1947 avec l'indépendance de l'Inde. Mais l'héritage de cette période sur la situation sentinelaise est difficile à évaluer. D'un côté, les Britanniques avaient catalogué l'île, établi des rapports sur ses habitants et tenté plusieurs formes de contact. De l'autre, ces tentatives avaient toutes échoué, et la politique britannique tardive avait évolué vers une forme de non-ingérence passive, reconnaissant implicitement que le contact forcé était contre-productif. L'administration indienne hérita donc d'une situation caractérisée par un savoir très limité sur la population de l'île, un historique de contact catastrophique, et une absence totale de canaux de communication établis. Ce que les archives coloniales permettent également de documenter, c'est l'existence d'une économie de subsistance sur l'île. Les observations des expéditions britanniques décrivent des individus portant des arcs, des flèches, des lances et utilisant des embarcations de petite taille naviguant dans le lagon intérieur. Ces observations indiquent une population organisée autour de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Les habitations décrites par Portman étaient des structures en bois de taille modeste, organisées en petits groupes dans la forêt. Ces éléments sont cohérents avec un mode de vie de chasseurs-cueilleurs, ce qui correspond aux caractéristiques d'autres populations andamanaises étudiées plus en détail. Un aspect moins souvent analysé des archives coloniales concerne les objets métalliques. Plusieurs rapports d'expéditions du XIXe et du XXe siècle mentionnent que des sentinelés, observés de près, portaient vendamment des ornements ou utilisaient des outils fabriqués à partir de métal récupéré.
Ce métal ne provenait pas d'une production locale. Aucune trace d'activité métallurgique n'a jamais été documentée sur l'île. Il provenait presque certainement d'épaves échouées sur les récifs environnants. L'île du Nord Sentinelle est entourée de hauts fonds, qui ont causé de nombreux naufrages au fil des siècles. Les sentinellais récupéraient en amplifiaient le métal de ces épaves et l'intégraient dans leur matériel. Ce comportement indique une capacité d'adaptation technologique et une conscience de l'utilité des matériaux extérieurs, ce qui contredit toute représentation d'une population totalement coupée de toute influence externe. Cette nuance est analytiquement importante. Les sentinellés n'ignorent pas l'existence d'un monde au-delà de leur île. Ils en récupèrent les débris matériels depuis des générations. Ce qu'ils rejettent, c'est le contact humain direct. Cette distinction entre l'intégration sélective de matériaux et le rejet systématique des personnes suggère une forme de discrimination opérationnelle entre ce qui peut être pris sans risque et ce qui représente une menace. Comprendre la logique interne de cette discrimination est peut-être la clé de l'énigme sentinellaise, mais cette clé, pour l'instant, reste hors de portée. Lorsque l'Inde accéda à l'indépendance en 1947, le nouveau gouvernement hérita d'un archipel des Andaman, dont les populations tribales avaient été profondément affectées par la colonisation britannique. La politique officielle indienne à l'égard des tribus andamanaises évolua progressivement au cours des décennies suivantes, oscillant entre deux approches fondamentalement différentes: l'intégration progressive dans la société nationale d'une part et la protection de l'isolement tribal d'autre part. Pour les sentinellés, cette tension politique prit une forme particulière, car leur hostilité systématique rendait impossible toute politique d'intégration. Le gouvernement indien fut donc contraint de développer une approche spécifique, sans précédent dans l'histoire de ses relations avec les populations tribales. Le département des affaires tribales du territoire des Andaman et Nicobar lança dans les années 1960 un programme dit de contact amical. L'objectif déclaré était d'établir une relation de confiance avec les sentinellés à travers des approches progressives et non intrusives. La méthodologie reposait sur des visites régulières à bord d'embarcations motorisées, lors desquelles des cadeaux, principalement des noix de coco, des bananes, des ustensiles métalliques simples et des tissus, étaient déposés sur le rivage ou jetés depuis les bateaux. Ces visites étaient conduites par une équipe restreinte incluant des fonctionnaires, des anthropologues et parfois des membres d'autres tribus andamanaises utilisés comme intermédiaires potentiels. Les premières années de ce programme produisirent des résultats uniformément négatifs. Chaque approche déclenchait une réponse hostile immédiate. Les équipes faisaient régulièrement l'objet de tirs de flèches dès que les embarcations entraient dans la zone de vision des sentinellés. Certaines expéditions durent rebrousser chemin avant même d'avoir pu s'approcher suffisamment pour déposer des cadeaux. Les rapports internes de l'administration décrivent une hostilité constante et une absence totale de réciprocité aux tentatives d'ouverture. Ces résultats soulevèrent des questions fondamentales sur la pertinence même du programme. Si l'objectif était d'établir un contact non traumatique, le fait de revenir systématiquement malgré le refus explicitement exprimé par la population ne constituait-il pas lui-même une forme de violation? Cette question éthique ne fut pas tranchée clairement dans les premières décennies du programme. L'administration continua les expéditions en ajustant progressivement sa méthodologie. Les équipes réduisirent la taille de leurs embarcations pour paraître moins menaçantes. Elles adoptèrent des protocoles de retrait immédiat dès les premiers signes d'hostilité. Elles varièrent les types de cadeaux offerts, testant différents objets pour identifier ceux qui suscitaient le moins de réactions négatives. Ces ajustements témoignent d'une réflexion opérationnelle sérieuse, mais ils ne changèrent pas fondamentalement la dynamique des interactions. Ce n'était qu'à partir du milieu des années 1970 que des variations comportementales légèrement différentes commencèrent à être documentées. Lors de certaines expéditions, des sentinellés s'approchèrent de l'eau sans brandir d'armes, observèrent les embarcations depuis la plage, puis récupérèrent des noix de coco après le départ de l'équipe. Ces comportements furent interprétés par l'administration comme des signes d'un possible début de détente. En réalité, leur interprétation restait très incertaine. Il était tout aussi plausible que les sentinellés évaluaient simplement la situation pour déterminer si une attaque était nécessaire, sans que cela implique une ouverture vers le contact. La prudence analytique aurait exigé de ne pas surinterpréter ces épisodes. Or, l'administration avait intérêt institutionnel à enregistrer des progrès, ce qui introduit un biais potentiel dans la lecture des rapports de cette période.
L'aspect logistique du programme mérite également un examen. Chaque expédition mobilisait des ressources humaines et matérielles significatives. Les équipes devaient naviguer dans des eaux difficiles, gérer des risques physiques réels et produire des rapports détaillés. Ces contraintes limitaient la fréquence des visites et la durée des observations. Il en résultait une base de données comportementale extrêmement fragmentaire, constituée de séquences d'observations très brèves, séparées par de longs intervalles. Cette discontinuité rendait impossible toute analyse longitudinale rigoureuse du comportement sentinellé. Les chercheurs disposaient de snapshots isolés, pas d'une observation continue permettant d'identifier des tendances fiables. Un élément particulièrement révélateur du programme de contact concerne l'utilisation de membres d'autres tribus andamanaises comme intermédiaires. L'administration avait supposé que des individus appartenant à des populations culturellement proches des sentinellés pourraient en servir de médiateurs. Cette hypothèse reposait sur l'idée que les sentinellés partageraient avec les Jarawa ou les Onges suffisamment de références culturelles et peut-être linguistiques pour permettre une communication minimale. Les tentatives dans ce sens échouèrent complètement. Non seulement les intermédiaires ne réussirent pas à établir de communication, mais leur présence ne sembla pas modifier la réaction sentinellaise d'une manière significative. Cet échec suggère que l'isolement sentinellé a produit une culture suffisamment distincte pour que même des populations génétiquement apparentées ne soient pas reconnues comme différentes des autres étrangers. Les années 1980 marquèrent une évolution importante dans la politique officielle. Le programme de contact continua, mais des voix s'élevèrent de manière croissante au sein de la communauté anthropologique internationale pour remettre en question sa légitimité éthique. Des chercheurs comme Stephen Corey, directeur de l'organisation Survival International, argumentaient que toute tentative de contact non sollicité constituait une violation des droits fondamentaux d'une population à décider elle-même de son rapport au monde extérieur. Cet argument déplaçait radicalement le cadre d'analyse. Il ne s'agissait plus de savoir comment établir le contact, mais de savoir si le contact devait être établi. Cette remise en question eut des effets progressifs sur la politique indienne. Les expéditions de contact devinrent moins fréquentes à partir de la fin des années 1980. Les justifications officielles du programme furent reformulées. Plutôt que de parler d'établissement de relations, l'administration commença à mettre en avant l'objectif de surveillance du bien-être de la population. Cette reformulation était significative. Elle reconnaissait implicitement que le contact n'avait pas été établi et ne serait peut-être pas possible. Elle réorientait l'objectif vers une forme de monitoring à distance, ce qui représentait une capitulation partielle face à la résistance sentinellaise. Les données accumulées sur plusieurs décennies de programmes permettent néanmoins de tirer quelques conclusions limitées. Premièrement, les sentinellés font preuve d'une capacité d'observation et d'évaluation de la situation lors des approches. Leur réaction n'est pas identique à chaque occasion. La taille du groupe approchant, le type d'embarcation, la distance maintenue et possiblement d'autres variables non identifiées semblent influencer l'intensité de leur réponse. Deuxièmement, ils ont à plusieurs reprises récupéré des objets laissés par les équipes, ce qui indique un intérêt sélectif pour certains matériaux extérieurs. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, aucune de ces variations comportementales n'a jamais conduit à une interaction prolongée, à un échange verbal ou à un quelconque signal indiquant une ouverture vers un contact régulier. Le refus demeure structurel, même lorsque les formes qu'il prend varient à la marge. Ce bilan, après plusieurs décennies d'efforts méthodiques, contraint à une conclusion inconfortable. Les outils dont dispose la société moderne pour établir la communication avec une population non désireuse de contact sont insuffisants. Les sentinellés ont systématiquement démontré leur capacité à rejeter des tentatives d'ouverture menées par une administration disposant de ressources considérables, de motivations bienveillantes déclarées et de décennies de temps. Cette démonstration n'est pas un simple fait anthropologique. C'est une limite fondamentale à la portée de la communication humaine telle qu'elle est conçue dans le cadre des sociétés modernes. Parmi tous les individus qui ont consacré une partie de leur carrière à l'étude des sentinellés, un nom revient de manière récurrente dans la littérature spécialisée, Triloknath Pandit.
Anthropologue employé par le département des affaires tribales du territoire des Andaman et Nicobar, Pandey participa à de nombreuses expéditions vers l'île du Nord Sentinelle à partir des années 1960 et jusqu'au début des années 1990. Son travail représente l'effort d'observation le plus soutenu et le mieux documenté jamais réalisé sur les sentinellés. Et pourtant, même dans son cas, les résultats restent extraordinairement limités par rapport aux standards habituels de la recherche anthropologique. Pandey rejoignit le programme de contact dans ses premières années et participa à des dizaines d'expéditions au cours des décennies suivantes. Ces rapports, partiellement publiés et partiellement conservés dans les archives du département, constituent la source la plus détaillée disponible sur les comportements sentinellais observés à courte distance. Ce qu'ils décrivent est une série d'interactions extrêmement brèves, souvent interrompues par des signaux hostiles, mais ponctuées de quelques moments exceptionnels qui tranchent avec le schéma habituel. L'épisode le plus souvent cité dans la littérature sur les sentinellés est celui de janvier 1991. Ce jour-là, lors d'une expédition comprenant Pandey et plusieurs autres membres de l'équipe, un groupe de sentinellés sortit de la forêt et s'approcha de l'embarcation sans brandir d'armes. Certains individus s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la hauteur des genoux pour accepter des noix de coco directement des mains des membres de l'équipe. Cet épisode représente le moment de contact le plus proche jamais documenté entre des sentinellés et des représentants du monde extérieur agissant dans un cadre planifié. Il fut immédiatement interprété par l'administration et par les médias indiens comme une percée historique, un premier pas vers l'établissement d'une relation. Pandey lui-même fut plus prudent dans ses conclusions. Dans les entretiens qu'il accorda après cet événement, il soulignait que l'épisode, aussi significatif qu'il soit, ne devait pas être interprété comme une invitation au contact régulier. Il notait que les sentinellés avaient maintenu une posture attentive pendant toute la durée de l'interaction, que des individus armés étaient restés en retrait dans la forêt, et que la proximité avait été maintenue pendant une durée très limitée avant que le groupe ne se retire. Cette lecture prudente de l'événement est analytiquement plus solide que les interprétations enthousiastes qui circulèrent dans la presse de l'époque. Ce qui est également significatif dans le récit de l'épisode de 1991, c'est ce qui survint dans les semaines et les mois suivants. L'administration tenta de reproduire les conditions de cette interaction lors d'expéditions ultérieures. Ces tentatives se soldèrent par un retour à l'hostilité habituelle. Les sentinellés n'accordèrent pas un second moment d'ouverture comparable à celui de janvier 1991 dans les années qui suivirent. Cela soulève une question que les chercheurs n'ont pas pu résoudre. Que s'était-il passé de particulier en janvier 1991 pour permettre cet épisode exceptionnel ? Et pourquoi ce moment ne fut-il pas suivi d'une progression vers des interactions plus régulières ? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains chercheurs ont suggéré que la composition spécifique du groupe sentinellé présent ce jour-là, peut-être des individus plus jeunes ou moins marqués par des expériences négatives antérieures, pourrait expliquer la différence de comportement. D'autres ont proposé que des facteurs saisonniers ou alimentaires, une période de disette par exemple, auraient pu pousser certains individus à prendre le risque d'approcher les visiteurs pour obtenir de la nourriture. Cette seconde hypothèse est renforcée par le fait que les noix de coco furent l'élément central de l'interaction. Si la motivation principale était alimentaire et conjoncturelle, cela expliquerait pourquoi le comportement ne se répéta pas dans des conditions différentes. Une troisième hypothèse, moins souvent discutée mais analytiquement intéressante, concerne le rôle de Pandey lui-même. Après 3 décennies d'expéditions régulières, il est possible que sa présence répétée ait fini par constituer un signal de reconnaissance pour certains sentinellés. Une embarcation revenant périodiquement, sans jamais déclencher d'événements négatifs, pourrait, à la longue, être catégorisée différemment dans la perception sentinellaise. Cette hypothèse est impossible à vérifier, mais elle aurait des implications importantes. Elle suggérerait que l'établissement d'une reconnaissance visuelle sur le très long terme pourrait produire des modifications comportementales, même minimales. Ce que le travail de Pandey permet également de documenter, c'est la variabilité du comportement sentinellé selon la taille du groupe observateur. Les expéditions composées d'un grand nombre de personnes déclenchèrent généralement des réactions plus agressives et plus rapides. Les équipes réduites, naviguant dans des embarcations plus petites, semblaient parfois générer moins d'alertes immédiates. Cette corrélation, si elle est réelle et non un artefact des conditions d'observation, indiquerait que les sentinellés opèrent une évaluation du niveau de menace basée sur des critères quantitatifs.
Ce type d'évaluation est cohérent avec une logique de défense territoriale sophistiquée et non avec un réflexe d'hostilité indifférencié. Pandy prit sa retraite dans les années 1990, peu après les expéditions qui produisirent les observations les plus significatives. Son départ coïncida avec un changement progressif de politique de l'administration indienne, qui réduisit considérablement la fréquence des expéditions de contact. Dans plusieurs interviews accordées ultérieurement, Pandy exprima une position nuancée sur la question du contact. Il reconnaissait la valeur des observations réalisées au cours de sa carrière, mais exprimait également une forme de respect pour le choix sentinellé, suggérant que le maintien de l'isolement pouvait être interprété comme une décision souveraine méritant d'être respectée plutôt que surmontée. Cette évolution dans la pensée d'un chercheur ayant consacré des décennies à tenter d'établir le contact est révélatrice d'une tension fondamentale dans l'anthropologie des populations isolées. L'objectif initial du contact est souvent présenté comme bienveillant: comprendre, protéger, offrir des ressources. Mais cet objectif présuppose que la compréhension est désirable du point de vue de la population étudiée et que les ressources offertes correspondent à des besoins réels identifiés par cette population. Dans le cas des sentinellés, aucune de ces présuppositions ne peut être validée. Elles n'ont jamais signalé vouloir être compris. Elles n'ont jamais demandé de ressources extérieures, à l'exception de ce qu'ils récupèrent eux-mêmes dans les épaves. Le legs intellectuel de Pandit est donc paradoxal. Son travail constitue la source documentaire la plus riche sur les sentinellés, mais il démontre en même temps les limites structurelles de toute tentative d'observation externe. Les données accumulées au cours de sa carrière permettent de décrire certains comportements, mais ne permettent pas d'accéder à leur signification du point de vue des sentinellés eux-mêmes. La distance entre l'observation et la compréhension, dans ce cas précis, reste infranchissable avec les outils méthodologiques disponibles. Et c'est peut-être cette distance irréductible qui constitue le vrai sujet d'étude, non pas les sentinellés eux-mêmes, mais les limites de ce que les sociétés modernes sont capables de connaître sur les sociétés qui refusent d'en être connues. Le 17 novembre 2018, un jeune Américain de 27 ans, nommé John Allen Shaw, fut tué par des flèches sur le rivage de l'île du Nord Sentinel. Son corps ne fut jamais récupéré. Cet événement fit l'objet d'une couverture médiatique mondiale intense et relança le débat public sur la situation des sentinelés avec une acuité que les décennies d'études de travail anthropologique n'avaient pas su produire. Mais au-delà de la dimension spectaculaire de l'incident, l'affaire Shaw constitue un cas d'étude analytiquement riche sur plusieurs plans. Les motivations individuelles qui conduisent à violer l'isolement sentinellé, les réseaux qui facilitent ces violations et les réponses institutionnelles à ce type d'événement. John Allen Shaw était un missionnaire évangélique affilié à une organisation chrétienne basée aux États-Unis. Ses carnets, s'étaient partiellement publiés après sa mort par sa famille et par des journalistes, révèlent qu'il se préparait depuis plusieurs années à tenter de contacter les sentinelés dans l'intention de leur transmettre un message religieux. Il avait étudié des langues andamanaises dans l'espoir de trouver une base linguistique commune. Il avait effectué des recherches sur la géographie de l'île. Il avait établi des contacts avec des pêcheurs locaux pour organiser son transport vers l'île. Ses écrits montrent une combinaison de ferveur religieuse, de conscience du danger et d'une détermination à procéder malgré les obstacles légaux et physiques. Pour atteindre l'île, Shaw fit appel à des pêcheurs qui acceptèrent de le transporter jusqu'aux abords de la zone d'exclusion en échange d'argent. Ce réseau informel de passeurs constitue un problème distinct de celui du comportement de Shaw lui-même. Des individus disposés à faciliter des approches illégales de l'île contre rémunération représentent une vulnérabilité structurelle dans le dispositif de protection des sentinellés. La mort de Shaw a conduit à l'arrestation de ces pêcheurs, puis à leur relâche dans des circonstances légalement complexes, révélant l'inadéquation partielle du cadre juridique pour traiter ce type de situation. Les récits disponibles sur les journées précédant la mort de Shaw indiquent qu'il tenta plusieurs approches avant celle qui lui fut fatale. Lors d'une première tentative, il parvint à proximité du rivage en kayak et tenta de s'adresser aux sentinellés. Il décrit dans ses carnets avoir reçu une flèche qui atteignit sa Bible. Il se retira et revint le lendemain. Lors d'une seconde approche, il fut à nouveau confronté à une réaction hostile. Il retourna sur le bateau des pêcheurs, rédigea des notes et décida de retenter l'approche le lendemain. Ce fut lors de cette troisième tentative qu'il fut tué. Les pêcheurs qui observaient, sentant depuis une distance sécurisée, décrivirent avoir vu son corps traîné sur la plage par des sentinellés.
Ce que révèle la séquence des événements, c'est que Shaw était parfaitement conscient du danger et avait choisi de l'ignorer au nom de ses convictions religieuses. Ces carnets contiennent des passages dans lesquels il reconnaît que les sentinellés lui ont clairement signifié de partir, et dans lesquels il exprime néanmoins sa décision de revenir. Cette persistance face à un refus explicite est analytiquement troublante. Elle illustre un schéma dans lequel la conviction personnelle, qu'elle soit religieuse, scientifique ou idéologique, peut conduire des individus à traiter le refus d'une population comme un obstacle à surmonter plutôt que comme une décision à respecter. La réaction du gouvernement indien à cet événement fut rapide sur le plan médiatique, mais plus complexe sur le plan juridique. Les autorités ouvrirent une enquête pénale sur la mort de Shaw et sur le rôle des pêcheurs qui l'avaient entédé. Elles déclarèrent enfin publiquement que la politique de non-contact avec les sentinellés demeurait en vigueur et serait renforcée. Dans le même temps, elles firent bande face à des demandes de la famille de Shaw pour récupérer son corps, demandes auxquelles il était matériellement impossible de donner suite sans risquer une nouvelle confrontation avec les sentinellés. Le corps ne fut jamais récupéré. L'affaire suscita également un débat significatif au sein de la communauté évangélique internationale. Certaines organisations missionnaires exprimèrent d'un front leur soutien à la démarche de Shaw, présentant sa mort comme un état martyr. D'autres, plus prudentes, reconnaissaient maintenant que sa méthode était problématique indépendamment de ses motivations. Cette division reflète une tension ancienne dans l'histoire du christianisme missionnaire entre l'impératif évangélique et le respect de l'autodétermination des populations contactées. Dans le cas des sentinellés, cette tension est particulièrement aiguë car le contact n'est pas seulement indésirable du point de vue de la population, il est potentiellement létal pour elle en raison de sa vulnérabilité immunitaire. Sur le plan juridique, la mort de Shaw posa une question sans précédent claire dans le droit indien. Pouvait-on engager des poursuites pénales contre des individus dont on ne pouvait pas établir l'identité, qui n'étaient pas soumis à aucun système juridique reconnu et qui vivaient sur un territoire où toute présence étrangère était illégale? La réponse des autorités fut de facto négative. Aucune poursuite ne fut engagée contre les sentinellés. Cette absence de poursuite n'était pas uniquement une reconnaissance de l'impossibilité pratique de l'exercice. Elle reflétait également un positionnement juridique implicite. Les sentinellés avaient agi en légitime défense sur leur propre territoire contre un intrus qui avait violé les lois protégeant leur isolement. L'affaire Shaw mit également en lumière l'existence d'une communauté en ligne de personnes fascinées par les sentinellés et planifiant des approches non autorisées. Les enquêtes journalistiques conduites après sa mort révélèrent que Shaw n'était pas un cas isolé dans son projet d'approche de l'île. D'autres individus avaient tenté ou envisagé sans doute des tentatives similaires, motivées par des raisons diverses allant du prosélytisme religieux à la quête de notoriété sur les réseaux sociaux. Cette dimension contemporaine du problème, la facilité avec laquelle des informations sur l'île et des réseaux de passeurs peuvent être trouvées en ligne, représente un nouveau type de menace pour la protection des sentinellés que le cadre réglementaire existant n'avait pas été conçu pour traiter. Ce que l'affaire Shaw révèle en définitive, c'est l'existence d'une contradiction structurelle dans la situation des sentinellés. Leur isolement est officiellement protégé, mais cette protection repose sur un périmètre d'exclusion maritime que rien n'empêche techniquement de franchir avec les moyens de navigation modernes. La dissuasion est principalement légale, pas physique, et pour les individus dont la motivation est assez forte pour accepter un risque pénal ou qui croient que leur cause justifie de mourir, Sandas Kutio. Cette dissuasion est insuffisante. La mort de Shaw n'a pas mis fin aux discussions sur de futurs contacts. Elle les a d'une certaine manière amplifiés. L'une des dimensions les plus rarement analysées de la situation sentinelaise est épistémologique. Que sait cette population du monde qui l'entoure et que savons-nous réellement de ce qu'elle sait? Ces deux questions sont distinctes et méritent enfin d'être traitées séparément. La première concerne le contenu de la connaissance sentinelaise. La seconde concerne les limites de ce que les observateurs extérieurs sont capables d'inférer sur cette connaissance. Les sentinellés vivent sur une île entourée par un océan qui est l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde. Des navires de commerce, des pétroliers, des porte-conteneurs et des navires militaires traversent régulièrement le golfe du Bengale. Des avions survolent quotidiennement l'archipel, des hélicoptères ont été envoyés à plusieurs reprises pour des survols d'observation. Il est impossible que les sentinellés n'aient pas observé ces phénomènes. La question était de savoir comment ils les interprètent et quel statut ils leur accordent dans leur représentation du monde.
Les survols aériens ont produit certaines des observations comportementales les plus intéressantes disponibles sur les sentinelés. Lors du survol conduit après le tsunami de 2004, des individus furent photographiés en train de décocher des flèches en direction de l'hélicoptère. Cette réaction indique que les sentinelés perçoivent les aéronefs comme des entités menaçantes, ou du moins comme des intrus dans leur espace, et qu'ils appliquent à leur égard la même réponse défensive qu'ils appliquent aux embarcations. Cela suggère une catégorisation des menaces potentielles suffisamment flexible pour intégrer des phénomènes technologiques sans équivalent dans leur expérience préhistorique. Cette capacité d'adaptation catégorielle est analytiquement significative. Elle indique que les sentinelés ne réagissent pas à des stimuli spécifiques appris par expérience directe, mais qu'ils appliquent des principes généraux, territoire, intrusion, menace, à des situations nouvelles. Cette forme de raisonnement, par principe plutôt que par reconnaissance de stimuli connus, est caractéristique d'une cognition sophistiquée, capable de généralisation. Elle contredit toute représentation des sentinelés comme une population fonctionnant sur un mode purement réflexif ou instinctif. La question de leur connaissance des îles voisines est également pertinente. L'île du Nord Sentinelle est visible par temps clair depuis certains points des îles voisines de l'archipel. D'autres populations tribales andamanaises, notamment les Jarawas, habitaient dans des territoires relativement proches. Il est probable que des interactions, même épisodiques et peut-être conflictuelles, ont eu lieu entre ces populations à des périodes historiques reculées. Les traditions orales des Jarawas, partiellement documentées depuis leur contact progressif avec la société indienne à la fin des années 1990, ne contiennent pas de références directes aux sentinelés. Mais l'absence de références documentées ne prouve pas l'absence de contact historique. Ce que l'on peut inférer avec une certaine confiance, c'est que les sentinelés ont une connaissance précise de leur environnement immédiat. Leurs embarcations, des canots à fond plat utilisés principalement dans les eaux calmes du lagon intérieur, témoignent d'une maîtrise des caractéristiques de leur littoral. Leur capacité à chasser, pêcher et cueillir de manière suffisante pour maintenir une population viable sur plusieurs millénaires indique une connaissance écologique approfondie de leur île. Ils savent quelles plantes sont comestibles, où les animaux se concentrent, comment les récifs se comportent selon les saisons. Ce type de connaissance écologique locale est le résultat d'une accumulation de savoir sur des millénaires et sa transmission d'une génération à l'autre constitue en elle-même un système éducatif sophistiqué, même s'il ne ressemble en rien au système formel des sociétés modernes. La question de leur connaissance des événements se déroulant au-delà de leur île est plus délicate. Les récupérations de matériaux dans les épaves constituent un point de contact avec des produits dépendants du monde extérieur. Certains objets récupérés dans les naufrages, des pièces métalliques et des cordages, des contenants, témoignent d'une technologie très différente de la leur. Comment les sentinelés conceptualisent-ils l'origine de ces objets ? Ont-ils développé des récits explicatifs sur la provenance de ces matériaux ? Ces questions sont totalement sans réponse dans la littérature disponible. Il existe un parallèle anthropologique intéressant dans l'histoire de populations isolées qui ont été observées au moment du premier contact. Dans plusieurs cas documentés en Amazonie et en Nouvelle-Guinée, les populations initialement isolées avaient développé des représentations des étrangers, parfois associées à des esprits, à des ancêtres ou à des entités surnaturelles qui influençaient leur comportement lors des premières interactions. Ces représentations préexistantes n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient le produit de tentatives collectives d'intégrer des phénomènes inexplicables, survols, observations d'objets inconnus, témoignages de rencontres, dans un cadre conceptuel existant. Il est raisonnable de supposer que les sentinelés ont développé des représentations analogues pour intégrer les phénomènes extérieurs qu'ils observent, mais le contenu de ces représentations est totalement inaccessible. La médecine représente un autre domaine dans lequel la question de leur connaissance est cruciale. Les sentinelés doivent faire face aux maladies et aux blessures sans accès à aucune ressource médicale extérieure. Leur pharmacopée est nécessairement constituée exclusivement de ressources locales. La forêt de l'île du Nord Sentinelle, comme toutes les forêts tropicales, contient des plantes aux propriétés médicales. Les populations andamanaises d'autres îles ont développé des pratiques médicales traditionnelles documentées. Les sentinelés ont certainement développé des pratiques similaires, peut-être encore plus sophistiquées, du fait de leur isolement absolu qui les contraint à résoudre eux-mêmes tous leurs problèmes de santé. Mais ces pratiques sont entièrement inconnues.
Cette ignorance totale de leur système médical n'est pas uniquement une lacune académique. Elle a des implications pratiques directes pour toute réflexion sur leur avenir. Si une épidémie venait à frapper la population sentinelaise, l'absence de connaissance de leur système de santé traditionnel rendrait toute tentative d'assistance extérieure extrêmement difficile, même si cette assistance était acceptée, ce qui est hautement improbable. La combinaison de la vulnérabilité immunitaire et de l'inaccessibilité crée une situation dans laquelle la population est exposée à un risque d'effondrement démographique rapide sans qu'aucun mécanisme d'intervention préventive ne soit possible. Ce que c'est une communauté sur elle-même, son histoire, ses origines, sa place dans le monde, constitue ce que les anthropologues appellent son cosmologie. Cette cosmologie est le cadre interprétatif à travers lequel les membres de la communauté donnent sens à leur existence et à leurs expériences. Pour les sentinelés, cette cosmologie existe nécessairement. Elle est transmise oralement, rituellement ou par d'autres moyens culturels inconnus. Elle contient probablement une explication de leur rapport au monde extérieur, de la légitimité de leur résistance et peut-être de l'histoire de leur communauté, telle qu'ils la comprennent. Cette cosmologie est peut-être la connaissance la plus importante que les sciences humaines n'ont jamais pu accéder. Les rares observations réalisées, qu'on va examiner lors d'expéditions et de survols, permettent de documenter certains aspects matériels de la vie sentinelaise. Ces fragments d'informations, aussi limités qu'ils soient, permettent une tente de reconstituer partiellement le profil d'une société organisée dont la structure interne reste largement inconnue. L'analyse de ces données peu matérielles constitue l'un des rares accès indirects à la réalité sociale sentinelaise. Les habitations observées lors de l'expédition Portman en 1880, puis lors de rares survols ultérieurs, sont décrites comme des structures en bois de taille modeste. Les descriptions disponibles distinguent deux types de constructions. Le premier est une structure ouverte, sans parois latérales, constituée d'un toit supporté par des poteaux. Ce type de construction est adapté aux zones côtières tropicales, où la ventilation est primordiale et où la protection contre les intempéries peut être assurée par la végétation environnante. Le second type est une structure fermée, avec des parois constituées de palmes ou d'autres matériaux végétaux tressés. La coexistence de ces deux types architecturaux au sein d'une même communauté suggère une différenciation fonctionnelle. Les structures ouvertes pourraient servir à des activités collectives ou à l'abri temporaire, tandis que les structures fermées seraient réservées à l'habitation permanente. Cette différenciation architecturale est analytiquement significative. Elle implique une organisation spatiale de l'espace habité, une distinction entre espace collectif et espace privé, et donc une organisation sociale qui reconnaît ces distinctions. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la structure de l'habitat reflète généralement des principes d'organisation sociale fondamentaux. Les rapports entre familles, les hiérarchies de statut si elles existent, les frontières entre le domestique et le communautaire. Les habitations sentinelaises, même observées de loin et brièvement, portent donc des informations implicites sur la structure de leur société. Les observations satellitaires à haute résolution, rendues disponibles par les progrès technologiques des 2 dernières décennies, ont permis d'ajouter quelques éléments à ce tableau. Des images satellites montrent la présence de structures sur l'île, organisées en petits groupements dans des clairières à proximité du littoral. La distribution spatiale de ces groupements suggère une organisation en unités résidentielles séparées plutôt qu'en un habitat centralisé. Cela est cohérent avec un mode d'organisation en bande, des groupes de taille limitée, semi-autonomes, partageant un territoire commun mais résidant dans des zones distinctes. Ce type d'organisation est caractéristique des sociétés de chasseurs-cueilleurs dans de nombreuses régions du monde. Les images satellites montrent également des traces de sentiers reliant les différentes zones habitées à l'intérieur de la forêt. L'existence de ces sentiers est un indicateur d'une utilisation régulière et organisée du territoire intérieur de l'île. Les sentiers ne se forment pas accidentellement. Ils sont le résultat d'un passage répété aux mêmes endroits, ce qui implique des activités régulières, chasse, collecte de végétaux, accès à des points d'eau, organisés selon des schémas spatiaux stables. Ces schémas stables suggèrent à leur tour une connaissance détaillée du territoire et une transmission de cette connaissance entre générations. Les outils et les armes observés lors des expéditions constituent une autre source d'informations sur la sophistication technologique sentinelaise. Les arcs sentinelés,
Décrits par les observateurs coloniaux et photographiés lors de quelques rares approches, sont des armes de taille significative, adaptées à la fois à la chasse terrestre et au combat à distance. Les flèches documentées sont de plusieurs types, certaines à pointe métallique, fabriquées à partir de métal récupéré dans les épaves, et d'autres à pointe en os ou en bois durci. Cette diversification des types de flèches indique une adaptation à des usages différents et une capacité de fabrication technologique qui va au-delà du simple usage de matériaux disponibles. Les lances observées sont de deux types distincts, des lances légères destinées à être lancées et des lances plus lourdes utilisées comme armes de corps à corps. La coexistence de ces deux types indique une réflexion stratégique sur les différentes situations de combat et une capacité à produire des outils spécialisés selon la fonction. Dans un contexte où le métal n'est disponible que sous forme de récupération et ne peut pas être produit localement, la sélection des matériaux pour les différents types d'armements reflète une maîtrise des propriétés mécaniques des matériaux disponibles. Les embarcations sentinelaises, observées principalement dans le lagon intérieur de l'île, sont des canots à fond plat de taille réduite. Ces embarcations ne semblent pas adaptées à la navigation en haute mer. Elles sont conçues pour les eaux calmes et peu profondes du lagon. Cette limitation technique a une implication importante. Les sentinellés ne semblent pas pratiquer de navigation hauturière, ce qui renforce l'hypothèse d'un isolement géographiquement auto-entretenu. Ils ont développé un outil de navigation adapté à leur espace maritime immédiat, sans chercher à étendre leurs capacités au-delà de leur territoire connu. Les pratiques d'exploitation marine documentées lors des expéditions comprennent la pêche à la lance dans les eaux peu profondes du récif et la collecte de coquillages sur les plages. Ces pratiques sont caractéristiques des populations insulaires tropicales qui développent une exploitation intensive de la zone intertidale et des eaux peu profondes plutôt que de la pêche en eau profonde. Cette exploitation du lagon implique une connaissance détaillée des cycles de marée, des habitudes des espèces marines locales et des conditions saisonnières affectant la disponibilité des ressources. Cette connaissance écologique marine est, comme la connaissance forestière, le résultat d'une accumulation multigénérationnelle d'observations et d'expériences. Un aspect peu discuté de la vie matérielle sentinellaise concerne le feu. Plusieurs rapports d'expédition mentionnent avoir observé de la fumée sur l'île, indiquant que le feu est régulièrement utilisé. L'utilisation du feu dans un environnement tropical aussi humide que l'île du Nord Sentinelle implique une capacité à l'entretenir et à le reproduire dans des conditions difficiles. Certains observateurs ont suggéré, sur la base d'observations indirectes, que les sentinellés maintiennent des foyers permanents plutôt que de recourir à des techniques de production du feu à la demande. Si c'est le cas, cela implique une organisation collective pour assurer la continuité du feu, une responsabilité partagée qui structure les activités quotidiennes du groupe. L'ensemble de ces données matérielles, fragmentaires et indirectes dessine le profil d'une société fonctionnelle dotée d'une technologie adaptée à son environnement, d'une organisation spatiale réfléchie et d'une division des activités qui implique une forme de coopération collective. Ce profil est radicalement incompatible avec toute représentation de cette population comme primitive au sens d'incomplète ou de sous-développée. Les sentinellés ont développé, sur leur territoire spécifique, un système d'adaptation écologique et sociale qui leur permet de subsister et de se reproduire depuis des millénaires. La sophistication de ce système n'est pas moindre que celle des sociétés modernes. Elle est différente, orientée vers des objectifs différents et optimisée pour des contraintes différentes. Ce que l'analyse de leur culture matérielle ne peut pas révéler, c'est la dimension symbolique et cognitive de leur société. Les outils, les habitations et les embarcations sont accessibles à l'observation externe, même partielle. Mais les rites, les croyances, les systèmes de signification qui donnent sens à ces objets et à ces pratiques restent totalement inaccessibles. La culture matérielle est l'enveloppe observable d'une réalité sociale dont le contenu profond échappe entièrement à l'investigation externe. La barrière linguistique entre les sentinellés et le reste de l'humanité est totale. Il n'existe aucun enregistrement de la langue parlée sur l'île du Nord Sentinelle. Aucun vocabulaire n'a été documenté, aucune structure grammaticale n'a été identifiée. La langue sentinellaise est, dans tous les sens du terme, une terra incognita linguistique. Elle existe, les observations des expéditions confirment que les sentinellés communiquent oralement entre eux, mais elle n'a jamais pu être observée de suffisamment près pour permettre une analyse même rudimentaire.
Cette situation est exceptionnelle, même dans le contexte des langues non documentées. Il existe dans le monde plusieurs centaines de langues parlées par de petites communautés qui n'ont pas été entièrement analysées. Mais dans la quasi-totalité de ces cas, des contacts minimaux ont permis de collecter au moins quelques éléments de vocabulaire ou d'identifier des traits structuraux de base. Pour la langue sentinelaise, zéro donnée directe n'est disponible. Les linguistes qui se sont intéressés à la question sont contraints de raisonner par inférence à partir de données sur les langues andamanaises voisines. Les langues andamanaises connues appartiennent à ce que les linguistes désignent comme les langues andamanaises du Grand Andaman, un groupe linguistique qui ne présente de relations établies avec aucune autre famille de langues du monde. Cette absence de parenté externe est elle-même remarquable. Elle signifie que les langues andamanaises se sont développées en isolement depuis une période suffisamment longue pour diverger de toutes les autres langues humaines connues au point de rendre impossible l'établissement de liens génétiques. La datation de cet isolement linguistique est cohérente avec les estimations génétiques d'une séparation remontant à 50 000 à 60 000 ans. La question de la relation entre la langue sentinelaise et les autres langues andamanaises est débattue parmi les rares spécialistes qui s'y sont intéressés. Deux positions s'affrontent. La première soutient que la langue sentinelaise est probablement apparentée aux langues andamanaises du Grand Andaman, le long isolement géographique ayant produit une divergence significative, mais sur une base commune. La seconde, plus prudente, rappelle que l'absence totale de données directes rend toute affirmation sur la relation génétique de la langue sentinelaise purement spéculative. Il est théoriquement possible que la langue sentinelaise soit un isolat linguistique, même au sein de l'archipel, sans relation établissable avec les autres langues andamanaises. Cette incertitude linguistique a des implications directes pour toute tentative de communication. Les efforts déployés dans le cadre du programme de contact indien reposaient en partie sur l'hypothèse que des similitudes linguistiques avec les autres populations andamanaises pourraient offrir un point d'entrée communicatif. Cette hypothèse ne fut jamais validée empiriquement. Les tentatives de communication verbale lors des expéditions ne produisirent aucune réaction indiquant une compréhension minimale. Cela est cohérent avec l'hypothèse d'une divergence linguistique trop importante pour permettre une intercompréhension, mais aussi simplement avec le fait que les sentinellés n'étaient pas disposés à répondre indépendamment de toute question de compréhension mutuelle. La linguistique offre quelques outils pour réfléchir à la structure probable d'une langue développée en isolement par une petite population de chasseurs-cueilleurs dans un environnement tropical insulaire. Les langues des chasseurs-cueilleurs tendent à présenter des systèmes lexicaux richement différenciés dans les domaines d'activité centrale, faune, flore, techniques de chasse et de pêche, conditions météorologiques, et des systèmes de termes de parenté qui reflètent les structures sociales du groupe. Elles peuvent également présenter des complexités morphologiques ou phonologiques spécifiques qui ne correspondront pas aux structures des langues indo-européennes ou des langues académiquement mieux documentées. Sans données directes, ces généralisations restent des hypothèses de cadrage sans application vérifiable aux cas sentinellés. Un aspect particulièrement intéressant de la question linguistique concerne la communication non verbale. Les observations des expéditions ont permis de documenter un certain nombre de comportements gestuels et postaux lors des interactions. Des gestes de rejet, des postures de menace, des comportements de fuite, des gestes qui ont été interprétés comme des invitations à déposer des objets, ces éléments constituent une forme de communication non verbale minimale qui a partiellement fonctionné lors de quelques expéditions. L'épisode de 1991, lors duquel des sentinelés acceptèrent des noix de coco directement des mains des membres de l'équipe, impliqua une communication non verbale suffisante pour coordonner l'échange. Mais cette communication non verbale est d'une portée extrêmement limitée. Elle permet des interactions immédiates et situationnelles, mais ne peut pas servir de base à une transmission d'informations complexes ou à un véritable échange culturel. La question de la communication non verbale entre espèces humaines génétiquement similaires mais culturellement très distantes soulève des questions fondamentales en linguistique cognitive. Dans quelle mesure les gestes de base, montrer, offrir, refuser, sont-ils universels et donc interprétables correctement en dehors de tout cadre culturel partagé ?
Dans quelle mesure sont-ils culturellement spécifiques et donc potentiellement mal interprétés par des observateurs extérieurs? Les cas documentés de premières rencontres entre populations non contactées et monde extérieur montrent que des gestes perçus comme amicaux par les visiteurs peuvent être interprétés comme menaçants par les populations contactées et vice-versa. Il est impossible de savoir si les comportements des membres des expéditions indiennes ont été correctement interprétés par les sentinellés ou si des malentendus gestuels et comportementaux ont contribué aux réponses hostiles observées. La dimension temporelle de la barrière linguistique mérite également attention. La langue sentinellaise, quelle que soit sa structure exacte, s'est développée et a évolué pendant des dizaines de millénaires en l'absence de tout contact avec d'autres langues. Elle n'a pas subi les pressions d'emprunt lexical, de simplification morphologique liées au contact interlinguistique ou de standardisation normative qui caractérisent l'évolution de la plupart des langues du monde. Elle a évolué selon une dynamique interne propre, influencée exclusivement par les besoins communicatifs de sa communauté de locuteurs dans leur environnement spécifique. Cette dévolution en vase clos pendant une durée aussi longue a produit une langue dont la distance avec toute autre langue vivante est probablement plus grande que celle qui sépare n'importe quelle paire de langues connues. Cette distance linguistique extrême signifie que même si les sentinellés décidaient d'idée demain d'ouvrir leur territoire à des visiteurs, l'établissement d'une communication substantielle prendrait des années cuterare ou des décennies de travail patient. L'apprentissage d'une langue sans document écrit, sans locuteur bilingue et sans cadre culturel partagé est un processus lent et incertain. Les linguistes de terrain, qui travaillent sur des langues non documentées dans des communautés coopératives, disposent de toutes ces ressources et consacrent néanmoins des années à la description de systèmes linguistiques relativement accessibles. Dans le cas sentinellé, en l'absence de toute coopération et de tout accès, l'obstacle linguistique est pratiquement infranchissable avec les méthodes actuelles. Ce constat linguistique contribue à l'image d'un isolement multidimensionnel. Les sentinellés sont isolés géographiquement, génétiquement, culturellement et linguistiquement. Chacune de ces dimensions renforce les autres. La barrière linguistique rend impossible la communication qui permettrait de dépasser la barrière culturelle. La barrière culturelle alimente l'hostilité qui maintient la barrière géographique. La barrière géographique préserve la barrière génétique. Ces dimensions s'articulent en un système cohérent d'isolement total dont aucun élément ne peut être démonté sans que les autres ne soient affectés. La situation des sentinellés pose à l'ordre juridique international une série de questions sans réponse définitive. Ces questions ne sont pas purement académiques. Elles ont des implications pratiques sur la manière dont l'État indien gère l'île, sur les droits que les sentinellés peuvent revendiquer en théorie, et sur la responsabilité collective de la communauté internationale à l'égard d'une population qui n'a jamais pu s'exprimer dans aucun forum politique ou juridique. Le point de départ juridique est la souveraineté territoriale. L'île du Nord Sentinelle fait partie du territoire indien depuis l'indépendance de 1947. L'Inde exerce une souveraineté formelle sur l'île, ce qui signifie qu'elle est responsable de sa gestion et de la protection de ses habitants. Cette responsabilité inclut notamment la protection des sentinellés contre les intrusions extérieures, la garantie de leur sécurité physique et, dans une logique constitutionnelle plus large, l'assurance que leurs droits fondamentaux sont respectés. Mais comment garantir des droits à une population avec laquelle aucune communication n'est possible et dont les membres n'ont jamais exprimé de demande dans un cadre reconnaissable par l'ordre juridique ? La Constitution indienne prévoit des protections spéciales pour les tribus dites particulièrement vulnérables et les populations autochtones. La législation qui en découle, notamment les Protection of Aboriginal Tribes Regulations, a été spécifiquement appliquée aux populations andamanaises, dont les sentinellés. Ces textes interdisent les contacts non autorisés, protègent les terres tribales contre l'accaparement et restreignent l'accès aux zones habitées par ces populations. C'est sur cette base légale que le périmètre d'exclusion de 3000 nautiques autour de l'île du Nord Sentinelle a été établi et maintenu. Mais cette législation présente une lacune fondamentale. Elle est conçue pour protéger des populations avec lesquelles une relation administrative minimale a été établie. Pour les sentinellés, cette relation n'existe pas. L'État indien ne peut pas recenser la population, enregistrer des naissances ou des décès, collecter des impôts, appliquer le droit pénal ou exercer aucune des fonctions administratives qui caractérisent normalement la relation entre un État et ses ressortissants. Les sentinellés
sont théoriquement des citoyens indiens, mais cette citoyenneté est entièrement fictive dans la pratique. Ils ne connaissent pas l'existence de l'Inde en tant qu'entité politique, et l'Inde ne peut pas exercer envers eux les fonctions associées à la citoyenneté. Cette situation crée ce que certains juristes désignent comme une souveraineté creuse, une affirmation formelle de compétences territoriales sans substance dans les faits. L'État indien revendique la souveraineté sur l'île, mais reconnaît implicitement son incapacité à exercer les attributs concrets de cette souveraineté. Cette reconnaissance implicite se manifeste dans la politique de non-contact, qui est en réalité une politique de non-exercice de la souveraineté sur les personnes habitant le territoire. Le droit international des peuples autochtones offre un cadre alternatif pour aborder cette situation. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, reconnaît notamment le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, à maintenir leurs institutions et leurs cultures distinctives, et à contrôler leurs terres et leurs ressources. Ces principes semblent parfaitement applicables à la situation sentinelaise. Mais ils soulèvent une difficulté pratique immédiate. La déclaration a été conçue pour des peuples capables d'articuler leurs revendications dans des forums politiques et juridiques. Elle prévoit des mécanismes de consultation, de représentation et de participation à la prise de décision. Aucun de ces mécanismes n'est applicable dans le cas sentinelé. La question de la représentation juridique des sentinellés est particulièrement épineuse. Certaines organisations de défense des droits des peuples autochtones, comme Survival International, se présentent comme des avocats de facto des intérêts sentinellés dans les forums internationaux. Mais cette représentation non sollicitée et non mandatée pose elle-même des questions de légitimité. Qui peut décider de ce que veulent les sentinellés dans l'absence totale de toute communication directe avec eux? La seule manifestation claire de leur volonté collective est leur hostilité systématique au contact. Peut-on construire une représentation juridique entière sur la base d'un refus? La mort de John Allen Chau en 2018 a mis ces questions juridiques sous les projecteurs de l'opinion publique mondiale. Des voix s'élevèrent pour demander si les sentinellés pouvaient être poursuivis pénalement pour meurtre. La réponse des juristes fut unanimement négative, mais pour des raisons différentes selon les approches. Certains invoquèrent la légitime défense sur un territoire protégé. D'autres soulignèrent l'impossibilité pratique d'exercer une compétence pénale sur des individus impossibles à identifier, arrêter et juger. D'autres encore avancèrent donc que l'application du droit pénal indien à une population qui n'est pas soumise à l'ordre juridique indien et qui ne l'a jamais reconnu serait une forme d'impérialisme juridique. Cette dernière position a des implications qui dépassent le Kartsankas, le cas Chau. Elle soulève la question de savoir si les sentinellés constituent en droit une entité politique distincte de l'Inde dotée d'une forme de souveraineté propre sur leur territoire. Cette qualification ne correspond à aucune catégorie standard du droit international. Les sentinellés ne sont pas un État. Ils n'ont pas de gouvernement reconnu. Ils n'ont signé aucun traité. Mais leur comportement territorial, la défense cohérente de leur espace contre toute intrusion extérieure, ressemble fonctionnellement à l'exercice d'une souveraineté territoriale. Certains juristes spécialisés en droit autochtone ont suggéré que les sentinellés pourraient être reconnus comme titulaires d'une forme de souveraineté coutumière sur leur territoire, fondée non sur des actes juridiques formels, mais sur l'occupation ancestrale et la défense continue de ce territoire. La question des ressources sous-marines mérite également attention dans ce contexte juridique. Les eaux entourant l'île du Nord Sentinelle sont, comme toutes les eaux territoriales indiennes, théoriquement soumises au régime de la zone économique exclusive qui donne à l'Inde des droits sur les ressources marines. Ces droits incluent potentiellement la pêche, l'exploitation des fonds marins et d'autres activités économiques. La protection de l'isolement sentinellé a de facto suspendu l'exercice de ces droits dans la zone immédiate de l'île. Cette suspension n'est pas formellement documentée dans les textes juridiques, mais elle résulte de la politique de non-contact. Si des ressources significatives étaient découvertes sous les eaux entourant l'île, la tension entre les droits économiques de l'État et la protection de l'isolement sentinellé deviendrait une question juridique et politique de premier plan. La communauté internationale n'a pas développé de cadre cohérent pour traiter le cas des populations volontairement non contactées. Les mécanismes existants, droit des peuples autochtones, droit humanitaire, droit de la souveraineté, offrent des outils partiels et partiellement contradictoires.
Le résultat est un vide normatif dans lequel la protection des sentinellés repose essentiellement sur la volonté politique d'un seul État, l'Inde, et sur la cohérence avec laquelle cet État applique sa propre législation nationale. Cette fragilité institutionnelle est un risque réel pour l'avenir de la population, dans un monde où les pressions économiques, technologiques et idéologiques sur les derniers espaces non intégrés ne font qu'augmenter. Le 26 décembre 2004, un séisme d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra déclencha l'un des tsunamis les plus dévastateurs de l'histoire moderne. Les vagues qui frappèrent sur les côtes de l'océan Indien ce jour-là tuèrent de plus de 227 000 personnes dans 14 pays. L'archipel des Andaman et Nicobar fut directement affecté. Plusieurs îles de l'archipel subirent des dégâts considérables. Des communautés côtières furent balayées. Des milliers de personnes périrent dans les îles habitées de l'archipel. L'île du Nord Sentinelle fut également dans la trajectoire du tsunami. Les jours qui suivirent la catastrophe, le gouvernement indien organisa des survols aériens de l'ensemble de l'archipel pour évaluer les dégâts et vérifier l'état des populations. Lorsque l'hélicoptère de survol passa au-dessus de l'île du Nord Sentinelle, il découvrit quelque chose d'inattendu. Les sentinellés étaient bons vivants. Mieux encore, ils semblaient en bonne santé et non affectés par la catastrophe. Un individu photographié depuis l'hélicoptère décocha une flèche en direction de l'appareil, signal habituel d'hostilité, mais signal aussi d'une population intacte et fonctionnelle. Ce résultat contrastait de manière frappante avec les dégâts subis par d'autres populations andamanaises. Les onges dont l'habitat se trouvait en zone côtière exposée subirent des pertes. Certaines communautés de pêcheurs des îles voisines furent décimées. La survie apparente de l'ensemble de la population sentinellaise suscita immédiatement des questions sur les mécanismes qui avaient rendu cette survie possible. L'hypothèse la plus communément avancée est celle d'une connaissance ancestrale des signes précurseurs du tsunami. Cette hypothèse repose sur des observations réalisées dans d'autres parties du monde lors du même événement. En Thaïlande, des membres de la communauté Moken, une population maritime semi-nomade ayant conservé des traditions orales anciennes, avaient observé le retrait anormal de la mer avant l'arrivée des vagues et avaient conduit leur communauté vers les hauteurs. Aucune victime Moken ne fut à déplorer. Ces populations auraient conservé dans leurs traditions orales la mémoire d'événements similaires survenus dans un passé lointain, leur permettant de reconnaître les signes précurseurs d'un tsunami. Il est raisonnable de supposer que les sentinellés disposent donc d'une connaissance similaire. Leur présence sur l'île depuis des dizaines de millénaires implique nécessairement que leurs ancêtres ont survécu à des événements sismiques et tsunamigéniques antérieurs. L'archipel des Andaman est situé dans une zone tectoniquement active, et des tsunamis de diverses amplitudes ont certainement affecté la région à de multiples reprises au cours des millénaires. Une population dont la survie dépend de sa capacité à éviter les catastrophes naturelles a un avantage évolutif et culturel significatif à développer et à transmettre les connaissances permettant de reconnaître et d'anticiper ces catastrophes. Cette hypothèse, si elle est correcte, implique que les traditions orales sentinellaises contiennent des informations sur des événements géologiques remontant potentiellement à des millénaires. Cette dimension de leur savoir collectif rejoint des recherches récentes en géosciences et en anthropologie qui s'intéressent aux mémoires géologiques contenues dans les traditions orales de populations autochtones. Des études publiées au cours de la dernière décennie ont documenté des cas dans lesquels des traditions orales australiennes aborigènes décrivent avec précision la montée du niveau de la mer survenue à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 à 7 000 ans. Si des événements aussi anciens peuvent être conservés dans des traditions orales, il n'est pas absurde de supposer que des événements plus récents et plus fréquents, comme les tsunamis, font partie du corpus de connaissances sentinellées. Il faut néanmoins nuancer cette interprétation. L'absence de victimes observables parmi les sentinellés après le tsunami de 2004 ne prouve pas qu'ils ont activement évité la catastrophe grâce à une connaissance préalable. Il est possible que la géographie spécifique de leur île les ait protégés. La barrière de corail entourant l'île peut avoir atténué la force des vagues. La topographie intérieure de l'île, avec ses zones plus élevées, accessibles à l'intérieur de la forêt, peut avoir offert un refuge naturel. La densité de végétation peut avoir réduit l'impact des vagues sur les structures et les personnes.
Ces facteurs géographiques et physiques constituent une explication alternative à celle de la connaissance préalable du danger. Ce que le tsunami de 2004 a révélé avec certitude, c'est la robustesse du système d'adaptation sentinellé face aux aléas environnementaux. Qu'il s'agisse d'une connaissance traditionnelle des signes précurseurs ou d'une protection géographique fortuite, le résultat c'était que cette population a traversé l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire moderne sans subir de pertes visibles. Dans le contexte d'une population déjà numériquement très réduite, cette robustesse est d'une importance démographique cruciale. L'événement du tsunami et la survie des sentinellés furent largement médiatisés dans les semaines suivant la catastrophe. Cette médiatisation eut un effet paradoxal. Elle augmenta l'intérêt public pour les sentinellés au moment même où leur survie semblait confirmer la sagesse de leur isolement. Pour certains commentateurs, la survie des sentinellés face au tsunami était la preuve que leur mode de vie, aussi incompréhensible qu'ils paraissent aux yeux du monde moderne, était parfaitement adapté à leur environnement. Pour d'autres, l'épisode renforçait l'argument en faveur d'une surveillance à distance de leur bien-être, sans contact direct. Ce débat reflète une tension plus profonde dans la manière dont les sociétés modernes perçoivent les populations isolées. L'isolement sentinellé est fréquemment cadré comme un déficit, une absence de développement, de progrès, de modernité. Le tsunami a temporairement inversé ce cadrage. Il a mis en évidence une forme de connaissance environnementale que les sociétés modernes, avec leur système d'alerte technologique, ont eu du mal à reproduire avec efficacité. Des stations d'alerte au tsunami dans l'océan Indien n'étaient là pas en place ou n'ont pas fonctionné correctement en 2004. Les sentinellés, avec leurs traditions orales et leur connaissance du territoire, ont peut-être été plus efficacement préparés que de nombreuses communautés côtières équipées de technologies modernes. Un an après le tsunami, des enquêteurs du gouvernement indien organisèrent une expédition vers l'île pour évaluer l'état de la population et de l'île elle-même. La réponse fut identique à celle de toutes les expéditions précédentes. Hostilité immédiate, flèches tirées depuis le rivage, retrait forcé des observateurs. La catastrophe, qui aurait pu, dans d'autres circonstances, créer une ouverture, une population vulnérable se tournant vers des secours extérieurs, n'avait produit aucune modification du comportement sentinellé face aux approches extérieures. Cette constance comportementale, maintenue même dans les semaines suivant une catastrophe régionale majeure, constitue peut-être l'un des indicateurs les plus forts de la profondeur structurelle de leur isolement choisi. Ce que le tsunami de 2004 a finalement ajouté à notre compréhension des sentinellés est moins factuel qu'analogique. Il a ouvert une perspective sur la possibilité que leur rapport au territoire et à l'environnement soit d'une sophistication qui dépasse ce que les observations de courte durée peuvent révéler. Il a suggéré que derrière le comportement hostile et l'inaccessibilité totale se trouve un système de savoir adaptatif d'une efficacité remarquable. Et il a posé avec une acuité nouvelle la question de ce que signifie être développé et préparé face aux risques naturels, dans un monde où des populations millénaires semblent parfois mieux outillées que des États modernes dotés de technologies de surveillance avancées. La question de l'origine des sentinellés s'inscrit dans l'un des débats les plus fascinants de la paléoanthropologie contemporaine, celui des premières migrations humaines hors d'Afrique. Pendant longtemps, le modèle dominant supposait une sortie d'Afrique unique survenue il y a environ 60 000 à 70 000 ans, à partir de laquelle des groupes humains auraient progressivement colonisé l'ensemble de la planète. Ce modèle, dit Out of Africa 2, reste le cadre de référence principal, mais il est de plus en plus nuancé par des découvertes archéologiques et génétiques qui compliquent au plus l'image d'un événement migratoire unique et linéaire. Les données génétiques sur les populations andamanaises occupent une place particulière dans ces débats. Les Andamanais présentent un profil génétique, caractérisé notamment par des haplogroupes mitochondriaux spécifiques appartenant aux lignées M et N, qui est cohérent avec leur appartenance aux premiers groupes humains à avoir quitté l'Afrique. Leur profil génétique diverge significativement de celui de toutes les populations actuelles d'Asie du Sud, du Sud-Est asiatique et d'Océanie, indiquant qu'ils se sont séparés de ces groupes très tôt dans l'histoire des migrations humaines, avant que ceux-ci ne divergent les uns des autres. Ce positionnement génétique fait des Andamanais, et par extrapolation des sentinellés, des descendants directs de l'une des premières populations humaines à avoir quitté le continent africain. Cette affirmation, aussi significative qu'elle soit, doit être nuancée par plusieurs observations.
Premièrement, descendre des premiers migrants ne signifie pas être biologiquement identique à ces migrants. 60 000 ans d'évolution in situ ont nécessairement produit des adaptations génétiques à l'environnement local. Deuxièmement, les modèles génétiques sont construits à partir de données sur d'autres populations andamanaises, pas sur les sentinellés eux-mêmes, ce qui introduit une incertitude résiduelle. Troisièmement, la notion de premier migrant est elle-même relative à l'état actuel des connaissances archéologiques et génétiques qui continuent d'évoluer. La route migratoire par laquelle les ancêtres des Andamanais ont atteint l'archipel est un sujet de débat. Le scénario le plus communément accepté est celui d'une migration côtière longeant les rivages de l'océan Indien, depuis la péninsule arabique jusqu'au sous-continent indien, puis vers l'Asie du Sud-Est. Cette route côtière présentait l'avantage d'offrir des ressources marines abondantes et relativement prévisibles, facilitant la progression de groupes dont le mode de subsistance reposait probablement déjà sur l'exploitation des ressources littorales. Dans ce scénario, les îles Andaman auraient été colonisées lors de cette progression côtière, les migrants trouvant des îles suffisamment proches du continent pour être accessibles avec les embarcations rudimentaires disponibles à l'époque. Une complication dans ce scénario tient au niveau de la mer au moment de la migration. Il y a 60 000 ans, la planète était en période glaciaire. Le niveau de la mer était significativement plus bas qu'aujourd'hui. Certaines estimations suggèrent une différence de 60 à 80 mètres. Cette différence modifiait radicalement la géographie côtière de la région. Des terres aujourd'hui submergées étaient alors émergées. Des détroits aujourd'hui larges étaient alors plus étroits ou absents. L'archipel des Andaman lui-même avait une configuration différente, avec des îles plus étendues et des connexions terrestres ou quasi-terrestres possibles entre certaines d'entre elles. La migration vers les Andaman était donc peut-être moins une traversée maritime que nous le supposons, et plus une progression terrestre ou semi-terrestre à travers un paysage côtier aujourd'hui en partie disparu sous les eaux. Cette dimension paléogéographique est importante pour comprendre l'isolement actuel des sentinellés. Si leurs ancêtres ont colonisé l'île dans des conditions géographiques très différentes des conditions actuelles, ils ont ensuite vécu l'expérience de voir leur territoire se transformer progressivement avec la remontée des eaux à la fin de la dernière période glaciaire, entre 20 000 et 7 000 ans avant le présent. Cette remontée des eaux a progressivement découpé en îles distinctes ce qui était peut-être un territoire côtier continu. Elle a isolé des populations qui étaient peut-être auparavant en contact, créant des isolats humains qui ont ensuite évolué séparément. Si cette reconstruction est seule et correcte, l'isolement des sentinellés n'est pas entièrement le résultat d'un choix comportemental. Il est aussi en partie le résultat d'un processus géologique qui a progressivement coupé leur territoire du continent. Des recherches récentes en archéologie sous-marine s'intéressent aux traces de peuplement humain dans les zones côtières aujourd'hui submergées de l'océan Indien. Ces recherches, encore à leur début, cherchent à documenter les sites d'habitation préhistoriques qui se trouvaient sur les littoraux aujourd'hui sous les eaux. Si de tels sites étaient découverts dans les eaux entourant l'archipel des Andaman, ils pourraient leur fournir des informations précieuses sur le mode de vie et les déplacements des ancêtres des populations andamanaises, y compris potentiellement des ancêtres des sentinellés. La question de la relation entre les sentinellés et les autres populations andamanaises est également pertinente dans ce contexte de migration préhistorique. Les différentes tribus andamanaises, Onge, Jarawa, sentinellés, et les groupes désormais éteints du Grand Andaman, partagent une ancienneté génétique commune mais ont évolué séparément pendant des millénaires. Les différences culturelles et comportementales entre ces groupes sont significatives. Les Jarawa, par exemple, ont progressivement accepté un contact limité avec la société indienne à partir de la fin des années 1990, après une longue période d'hostilité comparable à celle des sentinellés. Ce basculement comportemental des Jarawa vers une forme d'ouverture partielle est-il un modèle possible pour les sentinellés, ou les différences entre les deux populations sont-elles suffisamment profondes pour rendre ce parallèle non pertinent ? Les anthropologues qui ont étudié les Jarawa après leur contact avec le monde extérieur ont documenté un processus rapide et souvent problématique d'adaptation, marqué par des changements alimentaires, des nouvelles maladies et des perturbations sociales significatives. Cette expérience Jarawa est fréquemment citée comme un avertissement sur les risques du contact pour des populations isolées.
Elle constitue aussi paradoxalement l'un des rares cas d'étude disponibles pour comprendre ce que pourrait impliquer un contact éventuel avec les sentinelles. Il existe également des théories alternatives sur l'origine des sentinelles qui s'écartent du modèle migratoire principal. Certains chercheurs ont suggéré que les différentes populations andamanaises pourraient représenter des vagues migratoires distinctes survenues à des périodes différentes plutôt qu'un seul groupe fondateur. Dans ce modèle, les sentinelles pourraient en descendre d'un groupe migratoire distinct de celui dont descendent les autres andamanais, ce qui expliquerait en partie les différences comportementales observées. Cette hypothèse est difficile à tester en l'absence de données génétiques directes sur les sentinelles, mais elle ouvre une perspective analytique intéressante sur la diversité possible au sein d'un archipel aussi petit. Ce que ces débats sur les origines révèlent, en définitive, c'est que les sentinelles représentent un nœud unique dans l'histoire humaine, un fil vivant reliant le présent aux premières migrations de notre espèce hors de son berceau africain. Quelle que soit la précision des modèles génétiques et migratoires disponibles, leur existence témoigne d'une continuité humaine d'une durée extraordinaire sur un territoire très limité. Et cette continuité a résisté à toutes les forces qui, dans le reste du monde, ont conduit les populations humaines à se mélanger, à se déplacer et à transformer leur culture. Comprendre pourquoi cette résistance a été possible et comment elle s'est maintenue sur une si longue durée reste l'une des questions les plus profondes que pose l'anthropologie contemporaine. L'une des questions les plus analytiquement intrigantes posées par le cas sentinelle est la suivante. Pourquoi l'hostilité au contact ne diminue-t-elle pas avec le temps ? Dans la plupart des situations documentées de contact progressif entre des sociétés modernes et des populations isolées, on observe même lorsque les débuts sont conflictuels, une évolution graduelle des comportements. Des individus curieux finissent par s'approcher. Des échanges d'objets s'établissent. Des habitudes de coexistence à distance se développent. Ce processus prend du temps, parfois des décennies, mais il se produit presque invariablement lorsque les tentatives de contact sont répétées sans recours à la force. Avec les sentinelles, ce processus ne s'est pas produit. Malgré des décennies d'expéditions régulières conduites par des équipes soigneusement préparées, utilisant des méthodes non intrusives, sans aucun recours à la force ou à la contrainte, l'hostilité de fond est restée stable. Des variations ponctuelles ont été documentées. L'épisode de 1991 en est l'exemple le plus frappant, mais aucune n'a évolué vers une relation durable de tolérance mutuelle. Cela distingue les sentinelles de pratiquement toutes les autres populations dites non contactées dont le contact progressif a été documenté. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer cette persistance de l'hostilité. La première est démographique. Avec une population estimée entre 50 et 400 individus, les sentinelles constituent un groupe très restreint. Dans les sociétés de petite taille, les décisions collectives et les normes comportementales tendent à être plus rigidement maintenues, car toute déviation individuelle est immédiatement visible et sujette à une pression sociale forte. Si la norme collective est le rejet absolu du contact, les individus potentiellement plus curieux ou plus ouverts sont sous une pression sociale intense pour se conformer à cette norme. La taille du groupe favorise donc la rigidité comportementale plutôt que l'expérimentation individuelle. La deuxième hypothèse est mémorielle. Les expéditions de contact du XIXe siècle, et en particulier l'épisode Portman de 1880, ont pu laisser une trace dans la mémoire collective sentinellaise sous une forme qui renforce durablement la méfiance envers les visiteurs. Si cette mémoire est transmise de génération en génération sous une forme qui inclut une instruction explicite de rejet du contact, elle agirait comme un mécanisme de reproduction de l'hostilité indépendamment de la génération concernée. Les individus qui se conforment à ce comportement n'ont pas nécessairement fait eux-mêmes l'expérience d'événements traumatiques. Ils agissent en conformité avec une norme culturelle dont l'origine historique leur est peut-être partiellement opaque. La troisième hypothèse est fonctionnelle. L'hostilité systématique au contact peut être maintenue, non pas parce que chaque visiteur s'est perçu comme une menace réelle, mais parce qu'elle remplit une fonction sociale interne. Dans une société petite et isolée, le maintien d'une frontière clairement définie avec l'extérieur peut servir à renforcer la cohésion interne du groupe. L'existence d'un « eux » clairement identifié par l'hostilité qu'il déclenche renforce la définition de « nous ». Si c'est le cas, l'hostilité au contact n'est pas seulement une réponse à la menace extérieure, elle est aussi un mécanisme de production de l'identité collective interne.
La quatrième hypothèse, la plus radicale, est intentionnelle. Elle suppose que les sentinelés ont développé une idéologie explicite du rejet du contact, transmise culturellement sous une forme qui lui confère un caractère normatif contraignant. Dans ce scénario, les sentinelés ne rejettent peut-être pas le contact parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne comprennent pas les intentions des visiteurs. Ils le rejettent parce qu'ils ont collectivement décidé que le contact est indésirable et que cette décision est incorporée dans leur système de valeurs. Cette hypothèse, si elle est correcte, transforme radicalement l'interprétation de leur comportement. Il ne s'agit plus d'une réaction défensive, mais d'une politique délibérée. Il est utile de comparer le cas sentinelé avec d'autres cas documentés de contact progressif pour identifier ce qui le distingue. Les Djarawa, évoqués précédemment, ont résisté au contact pendant plusieurs décennies avant de s'ouvrir progressivement à partir de la fin des années 1990. Ce basculement s'est produit suite à plusieurs facteurs convergents. L'ouverture d'une route traversant leur territoire, la réduction de leur espace vital et probablement des décisions individuelles de quelques membres du groupe qui ont choisi d'établir un contact et dont l'exemple a progressivement influencé d'autres. La situation géographique des sentinelés, une île dont les frontières sont définies par la mer et non par des routes terrestres pénétrant leur territoire, élimine les facteurs de pression qui ont conduit au basculement Djarawa. Leur territoire n'est pas traversé par des routes. Leur espace vital n'est pas réduit par des installations extérieures. L'isolement géographique élimine les pressions physiques qui, dans d'autres cas, ont contribué à modifier les comportements. Le facteur de la maladie mérite d'être réexaminé dans ce contexte. Nous avons mentionné la vulnérabilité immunitaire des sentinelés aux agents pathogènes extérieurs. Mais cette vulnérabilité pourrait aussi être un facteur explicatif de la persistance de l'hostilité si les sentinelés ont développé, à travers leur expérience historique, une conscience empirique de cette vulnérabilité. Si des épisodes de contact passés, notamment l'expédition Portman de 1880, ont été associés dans la mémoire collective à l'apparition de maladies et de morts, les sentinelés pourraient avoir développé une association causale entre la présence d'étrangers et le danger sanitaire. Cette association serait, biologiquement parlant, parfaitement exacte. Et si elle est incorporée dans leur système de connaissances et transmise culturellement, elle fournirait une justification fonctionnelle continue à l'hostilité, indépendamment de toute autre considération. Un aspect comportemental observé lors des expéditions est particulièrement significatif dans ce contexte. Les sentinelés ne tentent pas de capturer les membres des équipes de contact, ils les repoussent. La distinction entre capturer et repousser est analytiquement importante. Une population cherchant à exploiter les visiteurs, à les capturer pour obtenir des ressources, des connaissances ou d'autres avantages, adopterait des comportements différents. Le pattern systématique de repoussement indique que l'objectif n'est pas l'exploitation des visiteurs, mais leur éloignement. Cet objectif est cohérent avec une logique de protection territoriale, mais aussi avec une logique de protection sanitaire. Maintenir les visiteurs à distance physique maximale réduit le risque d'exposition à des agents pathogènes qu'ils pourraient emporter. Ce que les sciences du comportement ne parviennent pas à résoudre, c'est la question de la conscience que les sentinelés ont de leur propre comportement. Agissent-ils selon des règles explicites qu'ils pourraient formuler si on pouvait les interroger, ou leur comportement est-il le résultat de dispositions culturelles si profondément intégrées qu'elles ne font pas l'objet d'une réflexion consciente ? Cette distinction entre normes explicites et dispositions implicites est fondamentale pour comprendre la nature de leur hostilité, mais elle est totalement inaccessible à l'investigation externe. Les comportements observables ne permettent pas de discriminer entre les deux possibilités. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que l'hostilité sentinelaise est fonctionnelle dans le sens où elle a permis à cette population de se maintenir en vie et de préserver son autonomie pendant des millénaires. Quelle que soit son origine ou sa nature, elle a produit le résultat d'une population qui a survécu à la colonisation, au contact forcé, aux catastrophes naturelles et à la pression croissante d'un monde dont la densité et la connectivité ne cessent d'augmenter. Dans ce sens, l'hostilité sentinelaise n'est pas un dysfonctionnement. C'est peut-être l'adaptation la plus efficace qu'une petite population insulaire puisse avoir développée face à un monde extérieur qui a, historiquement, représenté pour elle une menace existentielle réelle. L'histoire de la colonisation humaine est aussi une histoire de maladie. Chaque fois que des populations préalablement isolées ont été mises en contact avec des populations extérieures porteuses d'agents pathogènes contre lesquels elles n'avaient qu'en développé aucune immunité, les conséquences démographiques ont été catastrophiques.
Ce phénomène, documenté avec une précision particulière dans le cas de la colonisation des Amériques et de l'Océanie, constitue l'argument scientifique le plus solide en faveur du maintien de l'isolement sentinelé. La vulnérabilité des populations non contactées aux maladies infectieuses repose sur un mécanisme biologique précis. Le système immunitaire humain développe ses défenses contre les agents pathogènes à travers deux voies: l'exposition directe, qui produit une immunité acquise individuelle, et la transmission génétique de prédispositions immunitaires développées par des générations d'ancêtres exposés aux mêmes agents. Une population vivant en isolement total est privée des deux mécanismes. Ses membres n'ont jamais été exposés aux agents pathogènes du monde extérieur, et leur génome ne porte pas les adaptations immunitaires produites par des siècles d'exposition à ces agents dans d'autres régions du monde. Le résultat de cette double absence est une immunité naïve totale vis-à-vis d'agents pathogènes qui, dans le reste du monde, sont considérés comme banaux, parce que les populations qui y sont exposées depuis des générations ont développé des défenses suffisantes pour en contrôler les effets. La rougeole, la grippe saisonnière, la varicelle, des maladies que les enfants des sociétés modernes contractent et dont ils guérissent sans séquelles graves dans la grande majorité des cas, peuvent être létales pour des individus dont le système immunitaire ne les a jamais rencontrés. Cette disproportion entre la gravité perçue d'une maladie dans une population immunisée et sa létalité réelle dans une population naïve est l'une des asymétries les plus frappantes de la biologie humaine. Les données historiques sur les épidémies qui ont décimé des populations autochtones lors de contacts avec des Européens illustrent l'ampleur possible de ce phénomène. Lors de la colonisation des Amériques, certaines populations autochtones perdirent entre 50 et 90% de leurs membres dans les décennies suivant les premiers contacts, principalement à cause d'épidémies de maladies introduites. Des chiffres similaires sont documentés pour certaines populations océaniennes. Ces effondrements démographiques sont parmi les plus importants jamais subis par des groupes humains sur une période aussi courte. Appliqué aux sentinelais, ce risque prend des dimensions particulièrement préoccupantes en raison de la taille absolue de leur population. Si une population de plusieurs millions de personnes perd 80% de ses membres à cause d'une épidémie, il reste plusieurs centaines de milliers de survivants capables de reconstituer le groupe. Si une population de 200 personnes perd 80% de ses membres, il reste 40 individus, un nombre probablement insuffisant pour maintenir la viabilité démographique et génétique du groupe à long terme. Pour les sentinellés, une épidémie introduite par un seul visiteur porteur d'un virus courant pourrait donc être extinction level dans le sens littéral du terme. Cette réalité biologique est le fondement scientifique principal de la politique indienne de non-contact. Elle est aussi l'argument le plus difficile à réfuter pour quiconque envisage de s'approcher de l'île à des fins missionnaires, journalistiques ou scientifiques. Quelle que soit la qualité des intentions du visiteur, sa simple présence représente un risque biologique pour la population. Ce risque est asymétrique dans sa distribution. Le visiteur ne court aucun danger particulier du fait de sa propre présence, mais cette présence met potentiellement en danger la totalité de la population sentinelaise. Les connaissances médicales contemporaines permettent en théorie de réduire ce risque. Des protocoles de quarantaine stricts, des tests de dépistage complets pour les agents pathogènes courants et des précautions de protection physique peuvent diminuer le risque de transmission. Certains chercheurs ont proposé que des équipes médicales spécialement préparées pourraient être autorisées à s'approcher de l'île dans le cadre de protocoles de sécurité rigoureux. Mais ces propositions se heurtent à plusieurs obstacles pratiques. Les protocoles de protection ne peuvent pas être garantis à 100% dans les conditions réelles d'une interaction de terrain. Les agents pathogènes que portent les individus peuvent inclure des virus en incubation qui ne se manifestent pas encore dans la personne porteuse mais sont déjà transmissibles. Et même un risque résiduel très faible est inacceptable lorsque les conséquences d'une transmission peuvent être la disparition totale d'une population. Il existe également une dimension moins biologiquement quantifiable mais analytiquement importante dans la relation entre maladie et isolement sentinellé. Les sentinellés eux-mêmes ont-ils une conscience empirique de leur vulnérabilité aux maladies liées au contact ? L'épisode Portman de 1880, lors duquel des individus capturés sont morts rapidement après avoir été amenés à Port-Blair, a-t-il laissé une trace mémorielle utilisée pour interpréter le danger représenté par les visiteurs ? Si c'est le cas, la méfiance sentinelaise envers les étrangers incorpore une dimension sanitaire qui, loin d'être irrationnelle, correspond à une expérience historique réelle et vérifiable.
Cette hypothèse rejoint un corps de recherche plus large sur les savoirs médicaux traditionnels des populations isolées. Des études sur des populations amazoniennes ayant vécu des épisodes d'épidémie liés au contact ont documenté que ces populations avaient en développé des théories locales sur la cause de ces maladies, associées à la présence d'étrangers ou à la visite de certains lieux qui, bien que formulées dans un cadre conceptuel très différent du cadre biomédical occidental, constituaient encore des généralisations empiriquement fondées sur l'observation d'une corrélation réelle entre le contact et la maladie. Si les sentinellés disposent d'un savoir similaire, leur hostilité au contact est une politique de santé publique, aussi efficace que n'importe quel protocole médical moderne. La question de l'état de santé actuel de la population sentinellaise est totalement sans réponse. Aucune observation médicale n'a jamais été possible. On ignore si des maladies endémiques circulent au sein de la population, si des individus souffrent de pathologies chroniques et quelle est la mortalité infantile. Les observations visuelles lors des expéditions et des survols suggèrent une population de constitution physique robuste, mais ces observations sont trop superficielles et trop brèves pour permettre une évaluation médicale significative. Un scénario particulièrement préoccupant pour les défenseurs de l'isolement sentinellé concerne le changement climatique. Le golfe du Bengale est l'une des régions du monde les plus affectées par la montée des eaux et l'intensification des cyclones tropicaux. Si l'île du Nord Sentinelle était submergée partiellement ou gravement endommagée par un cyclone de grande intensité, la population serait dans une situation de vulnérabilité extrême. Dans ce cas, une intervention extérieure pour assurer la survie des survivants serait-elle justifiée, malgré les risques sanitaires qu'elle ferait peser sur ces mêmes survivants? Cette question de dilemme éthique entre le risque immédiat de mort par catastrophe naturelle et le risque différé de mort par épidémie ne dispose pas de réponse juridique ou éthique claire dans les cadres existants. Ce qui est certain, c'est que la menace sanitaire liée au contact n'est pas une abstraction théorique. Elle est le produit d'une dynamique biologique bien documentée et d'un précédent historique répété dans de nombreuses régions du monde. Elle constitue l'argument le plus puissant pour le maintien d'une politique de non-contact stricte, et elle place la protection des sentinellés dans le domaine de la santé publique internationale autant que dans celui des droits des peuples autochtones. La maladie, invisible et silencieuse, est peut-être la menace la plus réelle qui pèse sur la survie de cette population, et paradoxalement, c'est précisément leur hostilité qui les en protège le plus efficacement. Au terme de cette investigation, une question centrale demeure irrésolue et peut-être irrésoluble avec les outils dont dispose actuellement la recherche. L'isolement sentinellé est-il le produit d'un choix collectif délibéré ou est-il la manifestation d'une mémoire collective de traumatismes historiques qui continue de structurer le comportement de la population des générations après les événements qui l'ont produite? Cette question n'est pas purement académique. Elle détermine la manière dont on interprète la situation sentinellaise, les responsabilités éthiques de la communauté internationale à leur égard et la légitimité des différentes politiques envisageables pour leur avenir. La distinction entre choix délibéré et réponse traumatique n'est pas toujours nette dans les sciences humaines. Des travaux en psychologie et en anthropologie ont montré que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Des individus et des groupes peuvent avoir incorporé des réponses à des traumatismes passés à un niveau si profond qu'elles sont vécues comme des préférences naturelles plutôt que comme des réactions défensives. La peur transmise culturellement peut devenir une valeur culturelle. La méfiance héritée peut devenir une identité collective. Dans ce processus, la frontière entre le traumatisme et le choix s'estompe progressivement, au point que les membres du groupe ne peuvent plus distinguer l'un de l'autre dans leur propre expérience. Appliqué aux sentinellés, ce cadre suggère que l'opposition entre isolement choisi et mémoire traumatique est peut-être une fausse dichotomie. Il est possible que l'isolement soit simultanément les deux, une réponse originellement traumatique à des expériences de contact négatives qui s'est progressivement cristallisée en une valeur culturelle positive, intégrée dans l'identité collective comme un principe fondateur plutôt que comme une réaction défensive. Dans ce scénario, les sentinellés contemporains ne se perçoivent pas comme des victimes de traumatismes qui les contraignent à l'isolement. Ils se perçoivent comme les gardiens d'un mode de vie qui s'identifie positivement à la séparation d'avec le monde extérieur.
La notion de trauma transgénérationnel, la transmission de réponses psychologiques à des événements traumatiques d'une génération à la suivante, sans que les générations ultérieures n'aient directement vécu ces événements, est un champ de recherche actif en psychologie clinique et en neurobiologie. Des études sur des populations ayant subi des génocides, des déplacements forcés ou d'autres traumatismes collectifs ont documenté des patterns de comportement, des niveaux d'anxiété et des réponses biologiques au stress qui se transmettent à travers les générations par des mécanismes à la fois culturels et potentiellement épigénétiques. La recherche épigénétique, en particulier, explore comment des expériences traumatiques intenses peuvent modifier l'expression de certains gènes d'une manière qui est intransmissible biologiquement à la génération suivante. Si de tels mécanismes sont à l'œuvre dans la population sentinelaise, hypothèse qui ne peut être ni confirmée ni infirmée en l'absence de tout accès à la population, ils auraient des implications importantes pour l'interprétation de l'hostilité contemporaine. L'hostilité ne serait pas uniquement le résultat d'une transmission culturelle délibérée de normes comportementales. Elle serait aussi partiellement inscrite dans la biologie des individus, résultat d'une adaptation de l'organisme à un environnement social perçu comme durablement menaçant. Dans ce cas, même si la mémoire culturelle explicite des traumatismes passés s'estompait progressivement, les dispositions comportementales qui en sont issues pourraient se maintenir à travers des mécanismes biologiques. Ces réflexions conduisent à une question encore plus fondamentale sur la nature de la connaissance que les sentinelés ont de leur propre situation. Ont-ils une conscience de leur isolement en tant que choix ou en tant que condition? Se perçoivent-ils comme différents des populations qui vivent au-delà de leur île? La réponse à ces questions dépend de la représentation qu'ils ont du monde au-delà de leur territoire. Si le monde extérieur est représenté dans leur cosmologie comme dangereux et hostile, leur isolement peut être vécu comme une protection naturelle plutôt que comme une contrainte. Si le monde extérieur est représenté comme inexistant ou irréel, comme quelque chose qui se manifeste de temps à autre sous forme d'apparitions menaçantes, sans être conçu comme un espace habité par d'autres êtres humains, l'isolement n'est peut-être même pas catégorisé comme tel dans leur expérience. Cette dernière possibilité est particulièrement troublante d'un point de vue anthropologique. La catégorie de l'autre, de celui qui est différent de moi mais qui partage mon humanité fondamentale, est une construction culturelle qui varie d'une société à l'autre. Dans certaines sociétés, cette catégorie est étendue à tous les êtres humains sans distinction. Dans d'autres, elle est limitée aux membres du groupe d'appartenance, les étrangers étant catégorisés de manière différente, comme des esprits, des prédateurs ou des entités d'une nature fondamentalement différente. Si les sentinellés catégorisent les visiteurs extérieurs dans une catégorie radicalement différente de celle des membres de leur propre groupe, leur comportement à leur égard n'est pas du tout analogue à la xénophobie ou à la méfiance entre groupes humains. Il s'apparenterait davantage à la réaction à une menace d'une nature qualitativement différente. Cette réflexion rejoint les débats sur la définition de la conscience de l'autre et de la théorie de l'esprit, dans des contextes culturels radicalement différents. Des travaux en anthropologie cognitive ont montré que la capacité à attribuer des états mentaux à d'autres individus, à comprendre que les autres ont des intentions, des croyances et des désirs, est universelle dans l'espèce humaine, mais que ces applications varient selon les cadres culturels. Les sentinelés disposent certainement de cette capacité pour les membres de leur propre groupe. La question est de savoir s'ils l'appliquent également aux individus extérieurs à ce groupe, et dans quelle mesure leur cadre culturel leur permet de reconnaître l'humanité des étrangers. Cette question est insoluble dans l'état actuel des connaissances. Elle illustre la limite ultime de toute investigation sur les sentinelés. À un certain point, les données disponibles ne permettent plus aucune inférence fiable. Au-delà des comportements observables, il existe une réalité intérieure, cognitive, émotionnelle, cosmologique, qui reste totalement imperméable à l'investigation externe. Et c'est peut-être cette imperméabilité totale qui définit le mieux la situation sentinelaise. Non pas l'hostilité, non pas l'isolement, mais l'existence d'une intériorité collective entièrement hors de portée. L'avenir de cette population reste radicalement incertain. Les scénarios possibles vont de la disparition progressive, par épidémie, par catastrophe naturelle ou par une intrusion non contrôlée, à un maintien indéfini de l'isolement dans un monde dont la pression sur les derniers espaces non intégrés ne cesse d'augmenter. Entre ces deux extrêmes, il existe des scénarios intermédiaires.
Un contact initié par les sentinellais eux-mêmes dans des conditions et selon des modalités qu'ils choisiraient. Une dégradation progressive des conditions sur l'île conduisant à un basculement comportemental similaire à celui des Jarawas. Une reconnaissance juridique internationale de leur souveraineté qui renforcerait la protection de leur isolement. Ce que chacun de ces scénarios partage, c'est l'absence totale de garantie. La survie des sentinellés dépend de variables que ni eux ni les sociétés qui les entourent ne contrôlent entièrement. Les conditions climatiques, les maladies, les décisions politiques et les comportements individuels de personnes décidées à ignorer les règles établies pour les protéger. Cette vulnérabilité multidimensionnelle est la vérité la plus inconfortable que révèle cette investigation. Une population dont la simple existence est une fenêtre unique sur 60 000 ans d'histoire humaine est maintenue en vie par une combinaison de politiques étatiques, de géographie et de sa propre hostilité. Une hostilité qui est à la fois son bouclier et l'obstacle ultime à sa compréhension.